Et voilà, Ça y est, on est en direct. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live, où cette fois-ci, le plaisir de recevoir Johan Salvador, donc, qui est coach et combattant du TFT, donc la Tactical Fight Team à Toulouse, toujours en compagnie de l'alcoolite Amaury Taurine, je ne me présente plus. Et je vais en profiter aussi pour souhaiter la bonne année à tous les abonnés. C'est le premier live de cette année 2026. Donc voilà, en espérant que vous passerez une bonne année. Donc pour commencer, on va commencer présenter ta carrière de combattant, Johan. Tu es un record de 5-7 actuellement. D'ailleurs, Oui. ton dernier combat, c'était le 22 novembre à Limoges, qui s'est soldé d'ailleurs par une victoire. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur ton début de carrière, comment tu es arrivé dans le MMA pour aujourd'hui avoir fondé l'une des plus grosses salles d'Occitanie. Ok, donc du coup, moi, mon parcours commence très jeune par le judo à l'âge de 3 ans et demi. Mm. Euh, je pratique jusqu'à 7 8 ans à peu près. Et après, j'étais un peu inspiré par les films d'arts martiaux et les mangas, notamment Dragon Ball Z. Et du coup, je me suis dirigé plutôt vers des arts martiaux traditionnels, Mm. donc du Viet Vo Dao, que j'ai pratiqué pendant une dizaine d'années. Et pendant ces années de pratique, en fait, l'UFC commençait à faire son apparition. Enfin, même si ça avait quelques années, mais ça commençait à être de plus en plus populaire. Et du coup, je commençais à regarder des combattants comme Lyoto Machida à l'époque, qui eux aussi venaient des arts martiaux traditionnels. Et c'est vrai que ça m'a pas mal inspiré pour la suite de ma carrière. Donc, j'ai voulu passer sur vraiment du MMA et du sport de plein contact pour essayer de donner le meilleur de moi-même et d'aller le plus loin possible. Donc, vers mes 16 ans, j'ai repris le judo et je me suis mis à boxer aussi en française, en parallèle des arts martiaux traditionnels. Et jusqu'à mes 18 ans, où, grâce à mes études, ça m'a permis de déménager à Reims. Et c'est là où j'ai commencé à pratiquer le MMA à l'Europe Top Team à Reims, donc Ah oui, avec Anthony. on connaît. Ouais. Anthony Dizzy notamment. Et voilà, et depuis, j'ai jamais arrêté, euh, sauf pour blessure, mais dans tous les endroits où j'ai déménagé, soit je faisais de la boxe et de la lutte, ou alors du jiu-jitsu brésilien, de la boxe, ou du MMA, tout ça. Et jusqu'au jour où j'arrive à Toulouse en 2019. Et la première année, je me suis entraîné un peu au Toulouse Fight Club. Et la deuxième année, il y a eu le Covid. Et entre-temps, j'avais rencontré Quentin et Axel. Et c'est là qu'on a fondé le TFT. Concernant mon début de carrière, c'était en 2017, mon début de carrière professionnelle, on va dire. En 2017, j'ai accepté un combat en short notice en Angleterre contre Scott Butters. Et La base. à la base, hein, C'est toujours la base. Ça commence toujours par un combat bourbier short notice à l'Angleterre. Ta génération, ils ont tous commencé comme ça. Voilà. c'est Mm. ça. Parce que, en gros, en amateur, j'ai une dizaine de combats. J'ai le record de 7 victoires pour 3 défaites. Mais je me sentais vraiment pas respecté dans mon sport à cette époque-là. On était obligé de partir en Belgique, ou alors on combattait dans des trucs un peu underground, sur des tapis. Grâce à la FFL, j'ai fait du grappling fight. Et vraiment, mon déclic, c'est quand j'ai combattu en Belgique sur mon seul combat amateur référencé sur Tapologie. En fait, je suis descendu à 66 kilos pour la première fois. Donc, j'ai fait un bête de régime, j'ai fait un pseudo-cutting, je savais même pas comment on fait. Je faisais des burpees dans un sauna. J'étais assoiffé, affamé. Je suis arrivé là-bas, j'ai perdu les derniers 500 grammes en courant sur un stade, en faisant des sprints. Mais franchement, je suis sûr que de l'extérieur, on aurait dit que j'étais en train de marcher. En fait, j'étais en train de mourir avec. J'avais pas de tenue de sudation, je prenais des sacs poubelles. Enfin, c'était n'importe quoi. Et du coup, ce combat, je l'ai gagné. Et je me suis pété la main au premier round. Et en fait, je me suis dit, voilà, en fait, là, c'est trop. Il me faut. J'ai 10 combats, j'ai une majorité de victoires. Dans tous les cas, je continue à m'entraîner. Donc, je me suis dit,
la suite pour moi, c'est de passer professionnel pour avoir un peu de reconnaissance et pas faire ça pour rien, quoi. Du coup, je crois que c'était en novembre 2017. J'ai vu une proposition sur Facebook, un gars qui cherchait un 70 kilos en début pro. Et en fait, j'ai pris les renseignements, mais je l'ai proposé au gars de mon club. Tu vois, j'ai écrit à Anthony, j'ai dit, bah voilà, j'ai trouvé cette opportunité. J'ai regardé le gars, franchement, il est prenable, tout ça. Et là, c'est Anthony, il me dit, pourquoi tu le fais pas, toi? Je dis, bah, je sais pas. Je sais pas. Puis j'ai regardé, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il est prenable quand même. Il est bon, mais il est pas incroyable, quoi. Et du coup, à 3 jours de l'événement, je me suis retrouvé à accepter un short notice en Angleterre. Et j'avais pas de coach pour m'accompagner. Donc, j'ai pris un de mes partenaires d'entraînement pour faire ça. Et voilà. Et donc Anthony te dit pourquoi tu vas pas toi et en plus pourquoi tu vas pas tout seul quoi. Non, c'est qu'il pouvait pas. Il avait un empêchement. Et les autres coachs, ils pouvaient pas non plus, tu vois. Et je vais faire une petite aparté. On dit souvent que les gens qui sont dans les sports de combat sont des gens écervelés et tout ce qui s'ensuit, mais tu es quand même ingénieur, hein, on va le préciser. Donc, ça montre que dans ces milieux-là, il y a un peu de tout. Vous avez des gens écervelés, effectivement, mais la grande partie des gens, c'est quand même des gens qui ont fait des études et autres. Ce ne sont pas que des débiles. D'ailleurs, le MMA est un sport très tactique. On y C'est ça. reviendra d'ailleurs avec ta casquette de coach. Voilà, c'est des échecs, quoi. Donc, faut avoir un minimum quand même. Donc, c'est bien aussi de le préciser. J'aime bien le rappeler parce qu'on entend trop souvent de conneries là-dessus. Donc, Ouais, c'est voilà. vrai, j'ai fait un peu d'études. J'ai travaillé peut-être 2 ans. Et après, c'est là où je me suis mis au chômage pour fonder mon club, quoi. Parce que on va le rappeler, vous êtes quatre à avoir cofondé le TFT. Oui, à la base, on était 4. Et donc, il y avait Axel Birbès, donc Quentin Arola. Il y avait également Mathieu Chaumont et moi-même. Que les Donc, ingénieurs quoi. voilà, que, euh, que les plus malins. Et je crois que pendant 2 ans, ben, on était tous les 4. Et suite à un désaccord, on a préféré se prendre des chemins différents avec Mathieu, qui aujourd'hui a fondé son club. Et au final, on est redevenus copains et on s'entraide dans le MMA, quoi. Donc, je trouve ça cool quand même. Mathieu Chaumont, qu'on précise, qui va avoir un gros combat face à Wally Tandia pour la ceinture des 77. Donc, Exactement. Ouais, défendre sa ceinture, ouais. Ouais, c'est important de le ouais. préciser. Il a gagné contre Axel Nobu à l'Hexagone, qu'il avait subi d'un triangle sur un événement à Poitiers de mémoire, donc chez Axel Nobu. Et ensuite, Ouais. il a défendu chez lui à la maison contre Bourama Kamara, qu'il a expédié d'un KO rapide. À la surprise générale, moi je m'attendais à ce qu'il gagne, mais quand Soumission, même pas aussi soumission, rapidement. soumission. Sur Bourama? Ouais. Ah, Ouais, en il fait, envoie knockdown, en effet, il envoie knockdown, mais il il le envoie finit. tapis. Ok, c'est vrai. C'est vrai, knockdown Mm. rapide, mais il le termine sur un étranglement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais rapide dans le premier round, ouais, le combat il a dû durer une minute à tout casser. Et là, du coup, bah, il défend sa ceinture contre Walid Tandia. Ouais, en effet, sur l'événement, je crois, l'Hexagone de Lille, Oui, euh, le 6 février. Début 6 février, ouais. février. Mm. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Début février. Voilà. 8 février, Euh, ouais, ok. D'ailleurs, quand j'ai reçu Quentin, ben, Amaury était là, il y avait Tancred également. Tancred, d'ailleurs, que tu connais bien, puisque c'est ton préparateur physique. Exactement. Et Un autre donc, ingénieur. et Quentin, quand il nous a annoncé que, ben, c'était sur le live où il a annoncé qu'il intégrait l'équipe de France, le staff de l'équipe de France, il nous Mm. a avoué qu'au départ, la FMMAF avait pensé à toi à ce poste. Donc, si tu pouvais revenir là-dessus, pour montrer un peu comme quoi, voilà, quoi, au départ, le premier choix, c'était toi, justement. Oui, alors du coup, c'était en 2024, juste avant les championnats du monde. Euh, En fait, Johnny m'appelle, je pense que ça devait être en septembre-octobre, et il me propose ce poste-là. Et la date, c'était du 3 novembre au 11 ou 15, je sais plus. Et il s'avère que ma femme était enceinte à ce moment-là, et le terme, c'était le 1er novembre.
Donc, j'ai dû faire un choix qui me paraissait évident, de rester auprès de ma femme dans ce moment qui peut être compliqué et pour assister au premier jour de vie de mon fils. Donc, je me suis dit, si le bébé arrive avant le terme, ça aurait été top. J'aurais pu dire à Johnny, let's go, on y va. Mais là, c'est arrivé le 30 octobre. De plus, avec les complications qu'elle a eues, je suis resté 7 jours à l'hôpital avec. Donc, au final, je pense que j'ai fait le bon choix Ouais, une de bonne rester là décision. pour elle. Mm. Voilà. Après, forcément, dans ma carrière, je suis déçu pour l'instant de ne pas y être allé. Je sais que c'est une question de temps pour que ça soit mon tour. Donc, je patiente, je continue à travailler, je peaufine mon coaching, on va dire, à force de coacher des amateurs, de coacher des pros, de préparer des game plans. Donc, on va dire que ça me laisse plus de temps pour me préparer au niveau amateur et au stress permanent que ça doit être d'être sur une semaine de compétition où tu enchaînes à 100%, quoi. Ouais, ouais, ben, on l'a vu pour Quentin, notamment. Il était très content d'avoir eu cette expérience, mais très fatigué en même temps des retours que j'ai pu avoir. Donc, c'est vrai que c'est assez intense, ce genre de compétition. Mais d'ailleurs, j'aimerais que tu nous expliques un peu le pourquoi du comment tu t'es lancé comme entraîneur en même temps, en ayant en parallèle une carrière de combattant, parce que c'est quand même difficile à gérer d'avoir les deux. C'est vrai que on voyait un peu cette casquette-là chez les anciens, chez les pionniers du MMA, et c'est qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus rare d'avoir des coachs qui sont également combattants. C'est généralement des anciens combattants et comme ça, ils peuvent s'occuper à plein temps de leurs élèves. Ouais. Donc, j'aimerais que tu nous expliques un peu ce qu'a été ta motivation à lancer les deux projets, de pouvoir associer les deux. Quoi. Ben, je me suis pas dit, tiens, je vais coacher en même temps que je suis combattant. En fait, le fait d'avoir monté notre club, je pense que Quentin a dû le dire, mais à la base, ça part d'une soirée entre copains où on s'est Mmh. dit, tiens, si on montait notre club, parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas forcément assez de lieux, ou du moins pas de lieux propices à s'entraîner au MMA à Toulouse. Donc, en partant de ce constat-là, on a pris la location de notre première salle et je me souviens même, on avait mis les créneaux à des horaires un peu bizarres, mais pour qu'on puisse s'entraîner en jiu-jitsu brésilien, en grappling, en lutte autour et qu'on puisse faire vraiment du MMA. Donc, à partir de là, on a commencé à former des gars. Donc, on donnait les cours, mais même encore aujourd'hui, il y a parfois des cours que je construis, que je réfléchis, mais que je les construis pour moi. Selon les stratégies que je dois utiliser, les points que je dois utiliser sur mes combats, voilà, j'axe les entraînements sur ça. Et il s'est avéré on a formé quand même des bons combattants assez rapidement. Et donc voilà, on a dû les accompagner et voilà, de fil en aiguille, je pense que je suis pas trop mauvais dans ce que je fais. Et donc, j'ai pris la casquette du head coach de Tactical, donc du référent des compétiteurs, quoi. Et j'essaye d'assumer mon rôle en priorité. J'essaye toujours de combattre, mais là, par exemple, j'ai eu une opportunité de combattre à Hexagone Montpellier le 23 janvier. Euh, je m'étais dit que ça aurait été cool parce que je suis originaire de Montpellier à la base, contre un bon adversaire. Euh, c'est Abdelmoumen Msaté, donc qui est en plus grappleur. Du coup, je me suis dit que ça aurait été un bon combat. Mais le 23 janvier, bon, déjà, on va pas se mentir, il y a les fêtes. Donc, c'est assez chiant de s'entraîner pendant les fêtes et de faire un régime. Puis, la grosse fight week avec David, plus Il la y avait ça. préparation des autres amateurs et des professionnels, notamment avec la préparation de Théo qui doit combattre le 8 février et Axel Alfandari qui doit combattre le 13 février. Donc voilà, ça me faisait beaucoup de choses à gérer, en plus de ma prépa contre un adversaire solide, en plus de ma diète. Donc là, clairement, j'ai priorisé mon rôle de coach à celui de combattant. C'est ce que je disais, c'est quelque chose ouais, de difficile à gérer, mais après, voilà,
t'es bien aidé à côté. Il y a Quentin, il y a Axel Mermez, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. D'ailleurs, Quentin, quand il te définit comme coach, il te voit comme un autiste, tu vois, quelqu'un d'obsessionnel. Je veux dire, tout ce que lié au MMA, chez toi, c'est quelque chose d'obsessionnel ou pas du Oui, tout? Ouais. un petit peu, ouais. En fait, je vis vraiment MMA tout le temps. Et même mes relations sociales sont réduites aux relations que j'ai au MMA. Mes amis sont ici et voilà. Les autres amis, ouais, on peut passer une soirée. Ah merde, attends. On Ouais, peut passer on peut passer une soirée ensemble. L'alcool aidant à lubrifier la parole, ça, ouais, je passe quand même de bonnes soirées avec d'autres gens, mais pas trop longtemps ou pas trop souvent en tout cas. Même, on va dire, c'est peut-être horrible, mais même quand je suis dans ma famille, au repas de famille, des fois, j'ai rien à dire. Voilà, on me pose des questions un peu comment va mon club, donc j'y discute un peu. Voilà, on échange des banalités, et puis après, voilà, les discussions s'essoufflent assez vite. Et donc, voilà, vraiment, je suis un peu un autiste du MMA dans ce sens-là, où c'est vraiment mon centre d'intérêt et j'ai du mal à m'intéresser à d'autres choses. J'aime beaucoup de choses, que ce soit dans le sport ou de la Ou dans la culture, de bagarre. l'art, mais voilà, dans le sport ou la bagarre. Mais voilà, ça m'intéresse pas longtemps, quoi. Hmm. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Non, mais très bien. Et d'ailleurs, tu vois, tu as parlé de Hexagone. Au TFT, vous avez beaucoup, que ce soit des amateurs et professionnels qui sont chez Hexagone. On a cité Oui, David. oui, Euh, il y a, d'ailleurs, Amaury, t'as fait, quand ça se passe à Toulouse, tu fais combattre généralement sur la carte amateur des mecs du TFT. oui, Moi, je fais souvent combattre des jeunes du TFT sur les cartes amateurs, en effet. Alors évidemment, surtout quand il y a eu l'Hexagone à Toulouse, sur les cartes à Toulouse, de toute façon, Mm. c'est la politique d'Hexagone. Généralement, ils prennent des Oui, ils prennent combattants des locaux. locaux. Mm. Donc généralement, je fais appel aux Toulousains, là, dès qu'il y a des galas dans le sud, dès que c'est pas trop loin de chez eux, je fais toujours appel à eux parce que au-delà du niveau et du nombre qui sont, c'est aussi un club qui est fiable. Et ça, je tiens à le dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont cette étiquette-là. Et des gars, tu sais que tu peux compter sur eux. S'il y a un problème, ils vont te le dire. S'ils peuvent dépanner, ils vont dépanner. Ils jouent toujours le jeu à fond. Et ça, c'est important. En plus, ils peuvent se permettre, voilà, ils ont un gros réservoir de combattants, ils ont plusieurs coachs parce Mm. qu'au-delà des coachs, des head coachs comme Oui, qu'on Johan, connaît. comme Quentin, Mm. comme Axel, ils ont aussi formé des jeunes coachs qui sont en capacité d'accompagner les amateurs et qui font du super boulot. Donc il y a une vraie équipe, il y a toujours des gars qui sont dispo, donc c'est une chance ouais, de pouvoir compter sur eux. Après, ils ont eu aussi Owen, Jason, qui était chez Hexagone en Ouais, pro, qui est voilà, toujours. c'est toujours. qui est Hein. toujours. Ok, parce qu'il me semblait Oui. qu'il avait fini son contrat, mais je ne sais pas il en a Non, refait ou pas. il a re-signé. Je crois qu'il lui reste 2 ou 3 combats à faire chez Hexagone, de mémoire. Ok, bah tu vois, ça c'est une info. Donc là, vous avez Owen, ouais, vous avez David du coup. Même si David, il n'est pas que chez vous, il a aussi son club et tout, il bourlingue, mais bon, je sais qu'il fait ses prépas C'est avec ça. vous. C'est ça. Vous aviez votre poids lourd Liam, mais qui lui, pour le coup, est parti vers d'autres cieux. Mais clairement, il y a une bonne connexion entre Hexagone Oui. et le TFT. Mais il faut noter aussi que ben, les frères Pou qui dirigent l'Hexagone sont des Toulousains Ce sont aussi. des Donc, Toulousains. Ouais. Ouais, ceci aide cela aussi. voilà. Donc, nous pas, je suis Toulousain aussi, c'est pour ça. Ça aide aussi. Peut-être aussi. Ouais. Voilà. Donc, quand, J'ai plus quand, la on est forme que ren- toi, gars. quand on est rentré, t'étais pas matchmaker encore. Non, du tout. Non, mais par contre, à l'époque, quand je travaillais pour le MMAGP, je vous ai fait Oui, largement participer quand même aussi. Pourtant, le MMAGP venait pas à Toulouse. Mais bon, oui, en même temps, il n'y a que pour prendre la voiture pour aller monter jusqu'au Havre. Donc voilà. Comme je dis, vous êtes un club fiable et j'ai toujours pu m'appuyer sur vous. ouais, D'ailleurs, Johan a combattu au MMAGP. oui. Il Quentin était sur- aussi. Ouais. Qui ça? Quentin, oui, aussi. Ouais. Quentin. Quentin, il perd contre Quentin Domergue au MMAGP du Havre et je gagne au MMAGP de Bordeaux Contre Kadiaké. Ouais, contre Mohamed je me Kadiaké souviens. et Owen a fait également un combat amateur au MMAGP. Ouais, il a fait de ses tout premiers combats amateurs. Ouais. Au MMAGP au cirque d'hiver, de mémoire, je pense que je l'avais fait combattre. Ah oui, et aussi à Bordeaux. Il avait combattu juste avant moi.
Exact, contre Quentin Rabocelli de mémoire. Ouais, non, mais vraiment, le TFT joue toujours le jeu. D'ailleurs, sur la carte, on a fait une super carte MAGP au Cirque d'Hiver à Paris. Et vous étiez plusieurs. Il n'y avait pas que Owen. Il y avait Je une crois petite qu'on armée de était, Mecs. on était 8 et donc dont on peut compter, il me semble, Morgan Tong qui va faire bientôt ses débuts pro. Il y a Charles de Beauregard, pareil, qui était là. Il me semble que non, Keoni, je crois, il n'était pas là. Il Mais n'y avait pas que ouais, Oni qui est plus chez vous, qui est parti. Il y avait, je sais plus, mais il y avait toute une armée de Toulousains. Ils étaient un c'est ça. paquet. Voilà. Il y avait peut-être Demba ou Wilson. Peut-être Wilson, je crois qu'il était Oui, Wilson, il me semble. Wilson, il était là. Il a pris un mec de la old school, ben, Mehdi Gibson. Ah, il a pris Mehdi Gilson. Et vous aviez Charles qui a été le seul gars à battre un mec de la old school ce soir-là. Il avait battu Kevin Vermillier, je me rappelle. Hein. La old school qui était sur une Ouais, série de 18 victoires d'affilée. Voilà. ouais. Non, mais vraiment, le TFT, super, super club fiable, toujours actif, avec beaucoup de monde. Et du coup, maintenant, c'est ce qui est intéressant, c'est que vous avez, comme je disais tout à l'heure, vous avez réussi à former des jeunes qui deviennent coachs, etc. Mais en plus, des jeunes amateurs qui passent combattants professionnels. Oui, Et des clubs formateurs qui forment autant de pros comme ça, il n'y en a pas beaucoup. La prochaine génération qui arrive chez vous, il y a de quoi faire. Ben, ouais. Là, les amateurs qui arrivent et qui passeront pro dans les prochains mois, voire l'année prochaine, ça va être solide. on en avait discuté quand Gaëtan Hurtel était venu. Les clubs amateurs, en fin de compte, en France, il n'y en a pas autant que ça. On Des voit clubs des grosses formateurs. écuries. De quoi? Non, il y en a des clubs formateurs. Des clubs Oui, c'est ce formateurs, que il y en je a, dis. il y en a pas tant que ça. Non, tu as dit amateur, c'est pour ça. Ah, pardon, Club oui. formateur. Pardon, ouais. Oui, les clubs formateurs, il n'y en a pas tant que ça. On voit les grosses écuries, mais généralement, les grosses écuries sont des combattants qui récupèrent de la droite à gauche. Et, Ouais. et donc, c'est vrai que la Old School, le TFT, la Chaos Squad également, le Snake Team, la, Le Smetro. le S-Metro, tu as aussi la Hatch Academy, qui sont des gros clubs amateurs. Donc. Je sais pas Le pourquoi il y a boxing Yohan, il aussi. Le rigole. boxing squad, on peut les citer. Non, parce que les Smetro n'ont pas que formé, donc je pense que c'est pour ça qu'il a rigolé. Ouais. C'est ça qui doit me Oui, faire c'est rire. ça. C'est ça. Là, je Non, veux c'est vrai. bien Le que ce soit un Smetro, gros club formateur, mais ils l'US ont pas Metro, il fait y a. que former, de récupérer des combattants, mais ils ont un coach quand même qui est un vrai bon pédagogue pour Johnny les jeunes et qui est un Frager, bon formateur. ouais. Ils avaient un coach, Johnny Frachet, qui est plus, mais Johnny, pour le coup, Qui est c'est un parti. Ouais. coach formateur. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Ouais. D'ailleurs, Johan, au niveau des coachs, des entraîneurs, est-ce que tu as des modèles qui t'inspirent, des entraîneurs qui t'inspirent? Bah, en France, oui, clairement, Johnny Frachet, c'est un des coachs qui m'inspire avec Nicolas Haute. Et à l'époque, je regardais ce que faisait Fernand avant toutes ces dingueries qu'il y a eu. C'est vrai que je m'inspirais pas mal de ces trois coachs. C'est des anglais morts? Ça t'inspire? Exactement. Ouais, mais c'est intéressant, du coup, Non, mais j'aimerais quand bien même. savoir qu'est-ce qui t'inspire chez chaque coach. Alors, ben, on va dire que Fernand, je pense que c'est un des premiers coachs qui a été vachement mis en avant Oui. et qui, du coup, montrait, entre guillemets, son travail. Tu vois ce que je veux dire? Et que Oui, c'était qui un peu comme. vulgarisait le Ouais, MMA dans sa prépa, tout ça, oui, c'est ce que tu veux c'est dire. Ouais. ça. Où il parlait déjà de game plan, de stratégie, machin. Et pour ce qui est de Johnny et Nicolas Haute, ben, c'est qu'ils ont un parcours de coach qui est intéressant. Johnny, moi, je regardais quand il combattait à l'époque déjà. Donc, faut savoir que, comme tu disais tout à l'heure, je suis un peu autiste du MMA. Donc, quand j'ai démarré le MMA, je connaissais tout le monde. Personne ne me connaissait. Par contre, tous les noms, je les connais. Donc, Je suis un peu comme toi. mais et du coup, j'avais déjà entendu parler de Johnny Fresh et tout ça. Et dès qu'il a transitionné vers le fait d'être coach, ben, même à l'époque où il était au NR5, je regardais ce qu'il faisait. Et il a entraîné pas mal de monde. Euh, et, et Nicolas, et puis après, il a entraîné aussi l'équipe de France. Nicolas, il a également un parcours amateur où il a été en équipe de France, puis il est passé professionnel. Pas Non, il a beaucoup fait de quelques combats. combats, pas beaucoup de combats, mais par contre, derrière, il a coaché l'équipe de France. Il a coaché le MMA Factory. Il a amené des gars il a coaché sur des bons combats de plus en plus haut. Il a coaché à l'UFC.
Et là, on peut dire que le travail qu'il fait avec Nassourdine, Benoît et toute la clique là, qui l'ont rejoint, j'ai l'impression qu'il fait vraiment un travail d'orfèvre où vraiment il est précis, il est minutieux, il adapte, je pense qu'il individualise pas mal les entraînements, même si je suppose que vu que la tête, le fer de lance, c'est BSD et Nassourdine, je pense que ça tourne beaucoup par rapport à eux. Mais j'ai l'impression qu'il est pas mal. Et j'aime bien aussi le fait qu'il soit un petit peu scientifique. Euh, et je m'inspire vachement de ce qu'il fait par rapport à moi, comment je dois me positionner. C'est-à-dire que vu que Nicolas, il est préparateur physique, il est également diététicien, plus il est très spécialisé dans le MMA. Et du coup, il a une vision globale du sport et de l'entraîneur. Et je pense que ça l'aide à mieux piloter ou à avoir des avis sur la progression de ses athlètes. Est-ce que tu as eu l'opportunité d'aller dans chacun de leurs clubs pour voir le travail effectué à la salle? Alors, le Nicolas Haute, non, je me suis jamais entraîné avec lui parce que je le connais pas personnellement et que j'ai pas eu l'occasion d'y aller. En revanche, je suis déjà, à force de traîner en compétition, ben, on avait déjà échangé. Et du fait surtout que Johnny soit à la tête de la Fédé, j'ai pu échanger plusieurs fois avec lui. Et donc, lorsque je suis allé sur Paris, j'ai pu m'entraîner une ou deux fois à l'US Métro dans son club. Et là, vu qu'on était à Paris pour l'Hexagone, je me suis également entraîné dans son nouveau club. Et moi, j'aime bien ce qu'il fait. Ok. Et Fernand, pareil, t'es pas allé au Factory du coup? Si, c'est vrai, j'avais oublié. À l'époque, donc en 2017, en 2016, 2017, 2018, de Reims, on allait au MMA Factory. Oui, parce qu'Anthony Dizzy était là-bas, il venait de là-bas. Ouais. Exactement. Et du coup, on prenait la route l'après-midi, on allait faire les cours pro je me souviens plus si c'était le matin ou l'après-midi, mais ouais, on allait faire des cours pro là-bas. Et bon, la première impression que j'ai de Fernand, elle n'est pas incroyable, c'est que j'étais en train de m'échauffer comme ça, et il est arrivé en mode grand patron comme ça. Il me serre la main, il dit bonjour, moi je suis Fernand Lopez, et toi t'es qui, tu vois? Parce que le cours était uniquement pour invitation, et moi j'étais amateur encore. Et là, j'ai bégayé un peu. Je fais, je suis avec Anthony. J'ai pointé du doigt Anthony et Alexis Fontes. Et là, ils m'ont dit, non, mais c'est bon, je t'avais prévenu, c'est lui et tout. Et du coup, il a dit, ok, c'est bon. Et donc, voilà, j'ai fait quelques entraînements sous son coaching, on va dire. Ok. Et est-ce que tu as eu la chance de visiter la cave du Factory avec Slim ou pas du tout? Non, c'est pas la même époque. D'accord. Comme ça, tu peux enchaîner, c'est bon. Non, mais parce que moi, il m'a pas promis l'UFC et voilà. Non. Non, mais en tout Il cas, m'a pas après, mis. pour rester sérieux, parce que ça m'arrive aussi, mais du coup, le cours en soi, comment toi tu l'as vécu? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose quand même? Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, bon, le garçon, il est surcoté, on le voit dans tous les médias et tout, mais arrêté son cours, rien de spécial? Ou est-ce que tu as vraiment senti qu'il y avait quelque chose? Ben, je t'avoue qu'à cette époque-là, j'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Mais en fait, ce qui m'avait surpris, c'est le niveau d'opposition. Je me souviens que j'avais tourné avec Damien Lapillus. Derrière, j'avais tourné plusieurs fois avec Mehdi Saadi et Samir Feydin. Et Il y avait puis, du encore, coup, il y avait encore Francis à cette époque-là quand il y était plus. je crois qu'il n'était pas encore. Je crois qu'il n'était pas encore. Ah, il n'était pas encore. Ou alors, ah non, 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 je dis des bêtises, peut-être qu'il y était, mais le cours pro était séparé avec les moins de 80 kilos et les plus de 80, je crois. Ah, d'accord, ok. C'est bien, c'est une bonne idée. Oui, c'est bien, oui. Il n'aurait pas fallu qu'il trop d'autres face à lui, quoi. Il y avait quand même beaucoup de monde dans les cours et la salle du Factory est pas très grande. Donc, c'est vrai que, voilà. Mais beaucoup d'intensité dans les cours et je me souviens avoir bien kiffé les séances, même si c'était beaucoup, bien sûr, de sparring à thème. Voilà. D'accord. Et sinon, bon, on a parlé des coachs, mais en tant que combattant, quels sont les combattants justement qui t'inspirent et qui, avant que tu débutes, ben,
justement t'inspire tout ça lesquels? En France ou en général? N'importe en général. Ouais, je dirais qu'en général, je regarde les top UFC et je regarde les styles un peu qui peuvent me correspondre. Forcément, ma KT, c'est 61. Ça va plaire à Amaury, mais j'aime beaucoup Petr Yan. Ouais, j'ai senti venir Maître Yann. Ouais. Ben, avec la masterclass qu'il nous a faite dernièrement C'est ça. face à Merab, on peut pas te contredire. Petr Yan, Merab, Figueiredo, tout ça, j'aime bien. J'ai eu aussi mon époque Connor, McGregor, Ouais. bien sûr. Je suis également allé m'entraîner à son club au SBG à Dublin en 2017 pour préparer mon dernier combat amateur. Il y avait qui comme coach au SBG? Il y avait Cavana, David Roach. T'avais qui? Non, il y avait pas. Cavana, il était en Australie, je crois. Par contre, peut-être qu'il y avait Roche et il y avait surtout le coach de lutte de McGregor qui m'avait bien kiffé. Il m'avait dit dommage que tu restes pas. Franchement, c'est bien ce que tu fais et tout. Mais j'ai plus son nom en tête. Et Owen Roddy, non? Il n'y avait pas Owen Roddy, l'entraîneur Strike? Peut-être qu'il était là, ouais. Ça me parle. Ok, et là, tu as senti quand même un niveau en termes de science, en termes même de vision du MMA ou même sur la tenue des séances. Est-ce que tu as senti quelque chose de spécial au SBG par rapport à la France ou pas? Parce que moi, je te dis honnêtement, moi, c'est mon avis personnel. Mais moi, j'ai eu la chance de pouvoir discuter un peu avec les gars du SBG. J'avais rencontré du coup Dave Roach sur un événement et sur plusieurs événements d'ailleurs. Pour moi, c'est la lumière. Quand ce gars-là, il te parle, tu vois plus du tout le sport de la même façon. Moi, ça a été mon ressenti. Et je me demande si les autres l'ont aperçu comme ça ou pas. Ok, ben moi j'ai pas forcément discuté avec eux comme tu as pu le faire. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ils avaient tous le style à McGregor. Tu sais, vachement appui écarté, main basse, à faire des mouvements et tout. Et du coup, on voyait que c'était vraiment le fer de lance du club à cette époque-là, quoi. Et que tous ils essayaient de lui ressembler. Il y avait que des mini McGregor partout. Et d'ailleurs, à cette époque-là, c'est là où j'ai rencontré Azael. Azael Adjouj, exactement. Et je vais dire une anecdote. La première fois que je tournais avec lui, j'ai pris une branlée monumentale en striking et je me suis dit, ouais, c'est qui ce gars? C'est qui ce gars? Et vraiment, en striking, je me sentais pas mauvais, mais il m'a fait passer pour un plouc. Azael, il s'entraîne depuis qu'il est tout petit. Son père est coach de karaté, donc depuis tout petit, il est là-dedans. Ouais, c'est ça. Tu sentais vraiment le striking karaté très fluide, les jambes qui montent, très rapide, très explosif, un débit de fou. Et ouais, franchement, là, lui, il m'avait impressionné. Il est monstrueux. D'ailleurs, il est toujours fidèle au SBG, il me semble. Il s'entraîne toujours là-bas. Oui, il tournait à l'US Metro. Je ne sais pas s'il a suivi Johnny au district, mais je sais qu'il va faire ses camps aussi en Irlande. Bien sûr. D'ailleurs, le SBG, c'est toi, tu as dit que des mini McGregor, mais il ne faut pas oublier, au départ, c'est un club de JP. J'entends pas très bien là. Tu m'entends pas? Ah oui. Il y a une espèce de bruit résiduel. Je sais pas si ça peut faire. C'est même peut-être Amaury, non? Ça ne pas de toi, Amaury? Ça veut rien. Moi, pour le coup, là, je suis tout seul chez moi, tranquille, je pense pas. Non, mais le micro. Je sais pas, j'ai mon téléphone posé. Après, je sais pas, tu l'entends pas quand je parle, est-ce que ça coupe? Non, ça va. Bon. Ouais, peut-être que ça vient de moi, je sais pas. Du coup, c'était quoi ta question, pardon? Oui, je disais, tu as parlé du SBG, comme quoi tu n'as vu que des mini McGregor. Il ne faut pas oublier que John Kavanagh, au départ, c'est un club de JP, c'est anciennement John Kavanagh. Ouais. J'avais fait quelques cours de sol et c'est vrai qu'il y a un bon niveau au sol au SBG. Bon, après, je juge le niveau au sol, mais je crois que j'étais ceinture bleue à l'époque, même pas. Donc, bon, pour moi, ils avaient un niveau au sol de fou. D'accord, ouais. Non, mais. Tu vois, moi, le SBG, ce qui m'avait impressionné avec Dave Roach en particulier, c'est justement au-delà du fait qu'ils ont certains cours qui peuvent revenir, certains principes fondamentaux qui peuvent se transmettre, tu vois, d'un combattant à un autre, on va dire, du SBG. L'intelligence de Dave Roach, là où je l'ai trouvé superbe, c'est que ce gars-là, je lui parlais d'un combattant et il était capable, mais en 2 secondes, de me donner toutes ses caractéristiques physiques, mentales, techniques qui pouvaient du coup
comment dire, surexploiter, améliorer, corriger, utiliser. Et il était capable de te modeler un fighter en fonction de ses caractéristiques, notamment physiques, mais en rien de temps. Et ce gars-là, il est capable du coup d'apporter un calibrage, si tu veux, du MMA de chaque individu avec une intelligence et une pertinence qui est rare. J'avais échangé avec lui sur un repas où il y avait plusieurs combattants et tout. On lui avait montré 2, 3 vidéos de chaque combattant. Il disait, toi, tu devrais faire ci, toi, ça, va là-dessus. J'ai trouvé lumineux, en fait, le mec. C'est Mais- justement pas un gars qui a une vision du sport, qui est braqué dessus. T'inquiète, j'ai la méthode, j'ai la recette, je la montre à tout le monde et ça marche. Et tout le monde sera McGregor. Pas du tout, en fait, justement. Il est capable, tu vois, d'adapter le sport à l'athlète. Et je trouve que c'est le mieux pour tirer le meilleur possible d'un athlète. Et ça, j'avais adoré. Je trouve que c'est une très belle vision du MMA qu'il a. Mais tu vois, ce que tu décris, ça me fait penser aussi à Luc Leroux. Si on prend Luc, c'est un peu son style des combats qu'il fait quand il était notamment en Thaïlande. Ça coûte pas mal. Excuse-moi, je comprends rien à ce que tu dis. Vraiment, je pense que c'est toi Thibaut, mais je comprends. Et ça fait une espèce de bruit de battement de cœur en même temps et ça coupe un peu quand tu parles. Ouais, c'est bizarre. Ouais, ben, je disais, ça me fait penser à la description que tu me donnes de Luc Rousseau. Luc, je sais qu'il a pas mal été appelé dans les points de grands fighters. Et c'est vrai que pourtant c'est un grappleur, mais il n'hésite pas, par exemple, si tu as un point fort sur le striking, à te faire pousser là-dessus, à te bloquer là-dessus. Et je trouve qu'en France, c'est dommage, on aura l'occasion peut-être de l'inviter Luc, mais il peut avoir des profils comme ça manque un peu. Ben, je connais moins les caractéristiques de Luc comme coach. Moi, je l'ai jamais vu coacher. Je peux juste dire ce que je sais par rapport à Avec Dave en Roach. préparation, je sais qu'il intervient pas mal dans les camps. Luc, Ok. notamment Maliki, aussi Anatoly Maliki. Ok. Parce que moi, ce que je sais par rapport à Dave, c'est qu'à l'époque, c'était lui qui avait fait faire la transition à MMA à Cédric Doumbé. Et Doumbé, il n'a pas un MMA qui est conventionnel, d'autant plus que c'est pas un profil conventionnel. Quand tu attrapes un mec comme Doumbé qui a une posture, tu vois, qui est vraiment particulière, qui a un background qui est particulier, lui faire sa conversion en MMA, c'était un vrai gros challenge. Et c'est ça que je trouvais intéressant. En fait, j'ai remarqué que ce gars-là, il savait faire ça avec tout le monde. Et ça, c'est super fort. Après, pour lui, je sais pas, je l'ai jamais vu à l'œuvre. Honnêtement, je saurais pas te dire. Ok. Ben, écoute, on va parler de Hexagone, dernièrement du combat de David face à Théo, qui a tenu toutes ses promesses. On s'attendait à une guerre. Ça a duré 2 rounds. Les deux se sont donnés. D'ailleurs, Johan, j'aimerais que tu nous expliques un peu quel était le game plan pour David face à Théo que vous avez voulu mettre en place. Ok, alors du coup, j'ai beaucoup analysé Théo et j'ai remarqué que sa grande force, c'est à partir du moment où son adversaire a le dos contre la cage. C'est là où il met tous ses KO, c'est ce qu'on appelle la zone rouge en MMA et vraiment là, c'est son domaine d'excellence. Donc du coup le game plan c'était de jamais se retrouver dans cette zone là. C'est pour ça que je demandais à David de beaucoup se déplacer et de ne pas accepter trop la pression. D'accord. La deuxième chose que j'avais remarqué, c'est que il prend beaucoup de low kick Théo, il les bloque pas spécialement et sa garde est quand même assez écartée. Donc sur ça il est exposé. Le premier round, on devait éviter la pression en bougeant, saccager sa jambe et ne pas prendre ses jabs pour pas qu'il puisse installer sa pression et installer ses coups. Et dans ce travail-là, ensuite, travailler des enchaînements corps-tête. Voilà, quand on le sentait bien. Et du coup, ça a plus ou moins bien marché le premier round, du moins les 4 premières minutes. Après, je pense que il n'a pas mis assez de coups, il n'a pas assez saboté sa jambe par crainte de se prendre des frappes. Et il n'a pas donné la crainte à Théo qui a pu dérouler son jab. L'objectif, c'était aussi de contrer Théo sur son jab, notamment en overhand, pour qu'il hésite à le mettre et qu'il puisse moins s'installer sa pression. Donc, c'est ce qu'on a travaillé pendant ces derniers mois et on a vu que ça a fonctionné. Après, le Théo, là, il doit avoir il a des enclumes dans les mains.
Ouais. Voilà. Et en fait, malgré qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'assauts de la part de Théo, moi j'ai récupéré David dans le coin qui me disait je vois plus rien. Donc il avait 2 entailles là, il voyait plus grand chose, ça commençait déjà à gonfler. Et je me suis dit bon, ben, c'est chaud, mais on continue le game plan, on lâche pas. Et la première série qu'il prend dans le round 2, là je vois David qui cligne vraiment des yeux et on voyait moi j'ai remarqué qu'il ne pouvait plus voir. Et là je me suis dit, ah ouais, avec Quentin on s'est dit, ah ouais là c'est chaud, il voit plus rien. Et derrière, Théo il a envoyé son 1-1-2 et c'est là où il a couché David. Ouais, moi, je trouve que c'est exactement le game plan que tu as dit. Parce que c'est exactement ce qu'on a vu. Donc, à mon sens, c'est un bon game plan. Ça a été efficace. Le premier round, il est serré parce que on arrive à infliger pas mal de dégâts. Moi, dans la globalité, je le dirais honnêtement, hein, à David. Je pense qu'il prend le premier round. Oui, on a vérifié auprès des juges quand même pour voir si le game plan nous a permis de gagner un round. Même si on n'a pas gagné le combat, on peut dire que c'est quand même une bonne performance de la part de David, dans le sens où je pense qu'en professionnel, il n'y a personne qui a pris un seul round à Théo. Non, même si Bayo était bien parti, mais bon, il y avait des raisons à ça pour le coup. Mais bon, Bayo, avant de s'incliner dans le premier, il avait une bonne entame de combat contre Théo. Il manque de le mettre knockdown. Il avait réussi quand même à montrer quelques trucs intéressants. Mais vraiment, je trouve que non seulement c'était bien ce qu'a fait au game plan que tu lui avais donné, donc appliquer le game plan à la lettre. Ouais. Mais je pense que le tournant, et je ne sais pas si ça c'est que quand. Je sais pas si c'est moi qui déconne les gars, mais je vous jure que je comprends plus rien à ce que vous dites. Ouais, moi aussi, je te rejoins. J'ai pas compris ce qu'a dit Amaury. Pourtant, je proche du micro exprès. Attends 2 secondes. Je vais brancher le casque. Attends. Oh, non. Allô, est-ce que là tu m'entends mieux? Ah ben là c'est parfait, il n'y a plus aucun problème en fait. Ah ben ouais, ok. Bon, ben écoute. Ouais, j'ai une grande maison, en plus il y a de l'écho. Écoute, voilà, là au moins on m'entend bien. Ce que je disais, c'est que. Elle est hantée, bon, ta baraque. Ouais, elle est hantée de ouf, là, la caravane. Tu vois, ce qui est positif, c'est que non seulement David il prend le premier round, mais en plus, du coup, il a appliqué à la lettre le game plan que tu nous décris. Donc, c'est une double bonne performance. C'est qu'il a réussi à appliquer les consignes, il a réussi à gérer son combat tactiquement. Mais il y a un truc, moi, qui me pose question, et j'ai trouvé ça positif, mais je ne sais pas si c'était calculé. C'est que quand David décalait et rentrait pour infliger du dégât, il ressortait pas forcément. Souvent, il rentrait en gréco, il poussait Théo contre la cage. Et là, moi, sur le coup, je me suis dit, c'est un pari risqué, mais c'est vrai que ça avait l'air de payer. Jusqu'à la dernière minute où Théo arrive à le retourner. Du coup, David, il est à portée de feu. Et c'est là qu'il prend les gros dégâts à la fin du premier round. Et c'est dommage parce que s'il n'arrive pas à le retourner, ça ne se passe pas de la même façon. Est-ce que cette idée de ne pas ressortir, mais d'attraper en gréco et de pousser, est-ce que ça faisait partie du plan ou pas? Alors, pour être totalement honnête, nous, l'objectif, c'était de mixer le striking avec la lutte. On avait travaillé beaucoup les décalages, donc rentrer, sortir de l'axe et seulement attaquer la lutte à partir du moment où on était sorti de l'axe. Mais on avait plutôt travaillé les entrées en double leg, double single, tu vois, car c'est quelque chose que je développe un petit peu ici. Je les apprends beaucoup à travailler après un décalage, parce que du coup, le mec, il peut pas se proler. Donc, il est obligé de défendre en mettant le overhook, en contrôlant le poignet, et du coup, il se fait amener contre la cage. Donc, c'est ce qu'on avait partiellement travaillé, on va dire. Ok, d'accord. Et je tiens à rappeler pour Théo, pour montrer un peu ses qualités de striker et d'encaisseur, en amateur au MMA-GP, il a quand même pris Djibril et Hugo. Et Non, mais il a les pris parfums de Djibril, Djibril. il a pris Djibril, sachant qu'un peu plus tôt dans la soirée, il avait pris Boomkiss. Ah oui, il avait pris Boumkis, Ayoub Boumkis. Et ouais, il prend Boomkiss, premier combat de la soirée, c'était comme une demi-finale, et le finaliste devait prendre Djibril et Wo à la fin. Donc il a mangé les deux dans la soirée. Oui, parce que Djibril et ses parpaings, il faut les encaisser. Hein. Et du coup, je me suis inspiré lourdement de sa seule défaite en amateur contre Axel Alfandari, où on peut voir que Théo n'arrive pas à cadrer Axel contre la cage. Et du coup, il y avait toujours des échanges de
Je rentre, je ressors, je décale, pam, pam, je décale, et ce travail de saboter la jambe. Donc vraiment, je me suis inspiré de ça, et on voit que c'était la bonne piste en tout cas à explorer. Ouais, sachant que ça c'était un combat. Bon, moi je me rappelle que la décision elle se discutait, mais clairement Axel avait fait une super perf. Et à l'époque, Axel Alfandari était chez Mayo, mais je sais qu'Axel de plus en plus aussi est par chez vous. J'imagine que ça vous a été utile aussi. L'air de rien, c'est vrai que c'est énorme. Tu dois affronter Théo, mais le seul mec qui l'avait battu officiellement en amateur, il était aussi de chez vous. C'est vrai que ça, forcément, ça vous a servi. Ouais, c'est pas con. Alors oui et non. Oui, ça nous a servi qu'il soit avec nous, mais Axel, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, il avait un combat de prévu, et ce combat a été annulé pour raison médicale. Donc il avait un IRM cérébral pas bon, donc avec des Aïe. taches blanches. Donc des examens complémentaires à faire, des réunions avec des neurochirurgiens. S'en est suivi une petite dépression de sa part. Donc voilà, il fait partie du club, mais à ce moment-là, il n'était pas trop avec nous. Ouais, malheureusement, il n'a pas pu participer au camp d'entraînement pour David. Ouais. Ah non, mais là ça crève le cœur ce que tu dis. Parce que ce garçon, il mérite beaucoup mieux que la carrière qu'il a jusque-là. Et j'avais hâte de le voir de retour, tu vois. Et ça fait de la peine. Parce qu'en plus, lui qui a l'air justement tellement motivé, tellement de kiffer ce qu'il fait, après un truc comme ça fout une claque. Franchement. Ah Ouais. ben, c'est sûr, oui. Donc du coup, il a pris le temps, il a repris les études, il a repris un travail. Donc il s'entraînait, mais exclusivement en lutte et en grappling ces 3 derniers mois. Mais bon, là, j'ai l'impression, je veux pas dire des dingueries, mais je pense qu'il est sur le retour du MMA, et vous allez entendre parler de lui prochainement. D'accord. On l'espère. Mm. Il devait combattre là le 13 février au Striker contre Bolo Samake, mais le Striker a décalé son événement. Donc là, on est en train de lui chercher une date. D'accord, ok. Et sinon, pour revenir sur David, comment David se sent là au niveau de la santé? Parce que les dommages qu'il a pris, quand même, quand on l'a vu sortir de la cage, c'était quand Ouais. même impressionnant. Bah écoute, David n'a pas de gros dégâts, il n'a pas de fracture, du moins pas connu actuellement. Mm. Il a eu juste des poches sous les yeux qui ont gonflé à une vitesse incroyable, et quelques points de suture aux Au niveau des arcades. arcades, ouais. Et comment il se sent mentalement? Ben écoute, le soldat est tombé, mais il va se relever. Et je pense que c'est une défaite qui va l'aider à avancer. En tout cas, nous, il nous a dit, les gars, bon, je suis désolé de ma performance, machin, mais il est content de lui, parce que à la base, David, c'est une tête brûlée. C'est une tête Mm. brûlée dans ses combats. Il prend beaucoup de coups, il avance, machin, il décale pas. Et là, il a réussi à suivre un game plan à la lettre contre un top prospect français. Et donc voilà, c'est une défaite qui ne nous fait pas rougir. Bah, c'est simple, si on peut décrire le style de combattant de David Sipra, on peut le comparer à Benoît Saint-Denis. Sa manière d'être dans la cage, c'est l'agressivité comme Benoît, quoi. C'est ça. Et sauf que là, du coup, à force de travailler avec nous, il commence à devenir intelligent, stratégique. Et je pense Ingénieur. que. Ouais. Alors, j'irai pas jusque-là. Euh, à la limite, technicien, mais pas plus, quoi. Euh, Et euh, donc du coup, voilà. Non mais Il c'est est bien parce qu'en plus, motivé, là. je te dis honnêtement, moi ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce que pour moi Théo c'est quand même le genre de profil qui réussit pas un mec comme David. Parce qu'ok David c'est un encaisseur, mais comme tu l'as dit, il prend beaucoup de coups. Il y a bien un moment où ça passe pas. On disait pareil de BSD, ouais t'inquiète c'est un encaisseur, il prend la grêle, il tombe pas. Il y a bien un jour où tu tombes. Et si un mec qui pouvait le faire C'est ça. tomber, ben c'était bien Théo. Et j'étais vraiment inquiet. Par contre je savais aussi que ben, Théo il a aussi voilà c'est un jeune combattant, il est encore perfectible, il y a aussi des faiblesses. Et j'avais hâte de voir justement pour moi une des grosses qualités de David aujourd'hui, c'est qu'il a une vraie équipe avec des mecs qui sont de vrais tacticiens. Je ne dis pas parce que vous êtes mes collègues, je dis parce que je le pense vraiment. Je sais que tactiquement, vous Merci. raisonnez bien, vous connaissez vraiment le sport et vous délivrez toujours de bons conseils. Et j'avais hâte de voir si justement la tête brûlée était capable de s'adapter. Ben, Et bien, force est de constater on que voit qu'il oui et est, que ça a on failli voit qu'il est payer. Ça capable. se joue pas à grand chose. Hein. Et bien Ouais. sûr. Et je pense pas que s'il avait fait du David Sipra pur jus, ça se serait mieux passé. Au contraire, je pense qu'il a fait le bon Ah choix de ouais. suivre le game plan. Ouais, là, je pense que c'est chaud. En plus, euh, bon, dans le petit jeu d'espionnage des réseaux, tout ça, ouais, et on voit que Théo, il met une story le jour du combat, ou la veille, je crois, où il fait des pattes d'ours avec Gaëtan.
Et Gaëtan, il dit, ouais, voilà, tu vois, là, c'est bien, il va rentrer dans l'axe, il faut faire attention, tout ça. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, en fait, les étoiles, ils sont alignées. David, il est près de fou. Et eux, ils s'attendent pas à ça. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je me suis dit, la surprise que ça crée, ça peut tourner en notre faveur. Bon, le résultat est que ben, Théo, il est quand même très fort. Et bravo à lui, bravo à son équipe qui ont bien préparé le combat. Et voilà. Mais je dis, Ouais, ça et puis fonctionnait. ensuite, Ce qu'a fait tourner le combat, c'est juste que Théo, sur la fin du premier round, il arrive à retourner la position gréco, à mettre David contre la cage. Donc David, il peut plus reculer. Et boum, boum, il en prend 2-3. Ça tourne là. Sinon, ça se passait Mm. bien. Hein. Ouais. ouais. Mais de Et toute façon, on souhaite à David de bien se rétablir, de revenir plus fort et puis de le revoir dans la cage. Et normalement, il sera de retour avant la fin de saison. Je pense mai-juin. Je pense qu'on le fera revenir à ce moment-là. Est-ce d'accord. que tu sais si Bon, écoute. Hexagone avait prévu de se faire affronter les perdants du tournoi? Parce qu'un petit Agbo Ah contre oui, David, moi, une j'aimerais petite bien voir finale. ça. Moi, ça me plaît. Une petite finale, ouais. Écoute, j'ai eu la proposition aujourd'hui pour le mois d'avril, je crois, ou mars, Mhm. ce qui me paraît beaucoup trop tôt. Donc, sur le moment, on refuse. Et Irene Agbo, pardon, c'est très bien. Le perdant de Ulrich, enfin, si Ulrich passe Bivol, nous, on est chaud de prendre Bivol aussi. Dans tous les cas, on sait que là, les top combattants d'Hexagone en 70, ça va être tous des bourbiers et on est prêt pour Ouais. ça. Il n'y a pas de souci. Mais juste, là, David, il avait enchaîné le combat de septembre et celui Ouais. du 9 janvier avec pas Et trop de quel combat? repos, avec des blessures. Ouais. Et ouais. Mais de son combat, il a pris pas mal de calf kick du Tahitien et Ah, David chouche. a encore un hématome sur le tibia de ce combat-là. Ouais. Plus Ce une petite blessure à combat-là, David l'épaule. Sipra contre Julian Schluch, ceux qui l'ont pas vu, moi, sur Select, je l'ai déclaré comme combat de l'année 2025 sur le MMA français, vraiment de bonne foi. Je pense que il manquait que le finish, mais bon, il y a eu tellement de knockdown, tellement de délire qu'en fait, tant pis, c'est pas grave qu'il n'y ait pas eu de finish. Le combat était merveilleux, l'ambiance était folle. Ceux qui l'ont pas vu, les gars, allez le voir. Vous prenez RMC, même si bon, voilà, ça fait chier de leur donner des sous. Et vous allez regarder le gala d'Hexagone à Toulouse, Sipra contre Schlouch, c'était un combat de malade. Et le combat de Cipra contre. Merde. Lagui, Contre. Dylan Lagui. Non, non, pas celui-là. Ah putain, en plus, le mec de Bordeaux, là, qui est le striker, Polydor, Jason Polydor. Polydor. Ouais, ça, c'était un gros, gros fight aussi. Hein. Tous les fights de David, de toute façon, que ce soit contre Lagui, contre Polydor ou contre Schlouch, ça a été le combat de la soirée à chaque fois. David, c'est la garantie d'avoir un combat de malade. Tant que tu as David sur ta carte, t'es tranquille. Tu Ouais, sais que le surtout combat passe une bonne soirée. Ah, fera sensation, quoi. c'est Ouais, C'est clair. ça. mm. Et pour revenir aux autres combattants du TFT, et notamment à Monsieur Arola, j'ai vu que Quentin avait participé à quelques petites compétitions de grappling, mais il m'avait dit qu'il devait combattre en novembre. Normalement, il avait un combat de MMA de prévu. Est-ce que Quentin, nous allons le revoir dans la cage pour 2026? Bah écoute, moi je travaille pour. Hein. Donc j'essaye dès qu'on voit des opportunités en 66, 70 kilos, on essaie de regarder un petit peu. 66 kilos en fonction du niveau ou 70 kilos si l'adversaire ne cut pas trop. Parce que Quentin en 70 kilos, bon voilà, il fait 75, 76 kilos hors combat, peut-être un peu plus à certains moments, il peut monter à 80 quand il est hors de forme. Et voilà, je pense que ça caté s'il devait performer à haut niveau, c'est 66 kilos. Mais voilà, à savoir que Quentin, s'il veut recombattre, il veut se faire plaisir. Mm. Je pense que à son âge et avec son expérience, il n'a pas grand-chose à prouver à quelqu'un, si ce n'est à lui-même peut-être. Donc voilà, ce qu'il cherche, c'est se faire plaisir et prendre de l'expérience, prendre du kiff et voilà. Très bien. Et ben justement, toi, tu aurais une prochaine date pour quand après cette performance, cette victoire à Limoges? Alors, je suis en train de travailler sur plusieurs opportunités. Il y a un petit gala dans le nord de la France en fin février, ce qui m'arrange parce que du coup, c'est pendant le ramadan et du coup, la plupart de mes combattants ne sont pas dispo. Du coup, je peux me Mm. concentrer un petit peu pour moi. Et donc là, j'attends de voir si ça se fait ou pas et si oui, contre qui. Et sinon, peut-être une date fin avril.
Ok. Et Moi, j'ai une je suis pas possibilité sûr. fin mars si tu veux, mais c'est Bourbier, je t'en parlerai, mais trop Bourbier, je te la recommande pas. Je te la proposerai par courtoisie, mais je te recommande de pas la prendre, ok? On en parle après. D'accord. Et généralement, quand tu me dis ça, ça me chauffe pour accepter. Donc, Bon, je pense que tu seras pas chauffé longtemps, t'inquiète, mais on en discute après. vas-y, ça, c'est bon. J'ai quand même accepté Elder Fernandez, hein. Ah là, là, Oui, c'est c'est vrai. pire, mais Oui, on en tu t'étais discutera, tu blessé, je verras. crois. Tu t'étais blessé pour ton combat contre Elder. T'as pas pu Ouais, le faire. Ouais. un mois avant, quasiment, ben justement, j'accompagne sur le. Ben, c'était MMA League Toulouse. Non, pardon, Hexagone Toulouse. Et le lendemain, en fait, on est parti avec Romain au Striker à Toulon. Donc, j'avais fait la Fight Week de l'Hexagone où je m'étais couché à pas d'heure pour faire les différents cuttings. Plus, Mm. j'avais mes cours à assurer, mon rôle de papa, tout ça. Le samedi matin, 5 heures de train, toute la journée à attendre dans le gymnase, les coachings. Et on est rentré en voiture dans la nuit de samedi à dimanche. Vers 5 heures du matin à peu près, j'arrive chez moi. J'étais éclaté le dimanche. Et Mm. vraiment, j'avais l'impression d'être défoncé ou alcoolisé. Et le lundi, je me dis, bon, vas-y, je reprends tranquille l'entraînement. Premier mouvement, single leg, je me bloque le dos. Je me dis, ah, ça pue. Et je finis l'entraînement. Et au final, j'ai eu 3 semaines d'arrêt complet où je pouvais même pas faire du sac. Donc, j'ai tenté de faire du kiné, de faire des soins la première semaine pour maintenir le combat. J'ai poursuivi ma diète. Mais là, c'était clairement pas possible de faire le combat. Donc, j'ai préféré pull out. Ouais, Mm. ouais, nos excuses à Elder, mais je peux attester, j'ai croisé Johan sur un petit gala amateur qu'il avait déjà du mal à porter son fils, le pauvre, il faisait peine à voir. Et Il était mais en ça fait, je sais pas, déambulateur, non? c'était quasiment, non, le pauvre, mais non, parce que j'en rigole, mais franchement, ça fout les boules. Ouais. Tu vois, de voir un athlète qui a du Ouais. mal à marcher parce qu'il a mal au dos, ça fait chier. Mais ça m'a fait de la peine pour Elder parce que c'est un combattant que j'aime bien. En plus, il y avait une petite revanche à prendre parce qu'il a battu Quentin à l'époque. C'est ça. Et c'est vrai que c'est un combat qui m'a hypé, tu vois. Et c'est dommage. En plus, du coup, Elder a pas combattu alors que c'était son retour. C'est ça. Mais bon, voilà, écoute, Mais c'est le jeu, malheureusement, ça arrive à tout le monde. Voilà. si je peux me permettre, les organisateurs, enfin l'organisation plus le matchmaker, là pour moi, ils ont entre guillemets un peu déconné parce que euh, moi je les ai prévenus quand même relativement longtemps en avance et il me semble qu'Elder a été prévenu que la dernière semaine que j'avais pull out. Tu vois ce que je veux dire? Ah, d'accord. Donc, c'est pas cool pour lui. Du coup, moi je pouvais même pas lui envoyer un message pour m'excuser et voilà donc Mais c'est ça, pas c'est un des cool rares quoi. cas où je trouve, c'est mon opinion, que, tu vois, qu'un manager peut être utile ou surtout un bon coach qui t'a confiance. Parce que c'est vrai que quand tu es matchmaker, que tu es dans ce cas de figure, c'est compliqué parce que d'annoncer directement au combattant, de lui dire écoute, ton adversaire, il est blessé. Il n'y a pas beaucoup de temps, on ne sait pas si on va trouver un remplaçant. C'est compliqué. Parce que le mec, du coup, mentalement, tu le sors du truc, il le vit mal, il sait pas du C'est coup s'il ça. va y avoir fight ou pas fight. À chaque coup de fourchette, il va se dire, allez, je peux en prendre une de plus, de toute façon, il a pull out. Oui, mais non, parce que si, après, j'ai galéré à faire le poids. C'est un bordel, ça pourrit la préparation du combattant. Et c'est vrai que c'est compliqué d'amener ça à un fighter. Et c'est bien quand tu as au moins un coach pédagogue entre l'organisation et l'athlète, que son coach puisse lui expliquer calmement, lui dire, bon, écoute, voilà, il y a un petit souci, on essaie de le régler, reste focus, applique-toi et on croise les doigts que ça se passe bien. C'est vrai que c'est des moments foireux, mais le gars, tu peux pas lui dire au dernier moment, bing, surprise, tu changes d'adversaire. Tu vois, dans tous les cas, le plus tôt, c'est le mieux. Mais c'est vrai que c'est dur à amener, vraiment. Ouais, Ouais. bah, du coup, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, hein. Ils ont essayé de ne pas le sortir, surtout que c'était son retour en MMA. Il avait Eh oui, fait il avait pris sa retraite normalement officiellement en étant champion de l'Hexagone et ouais. il s'est dirigé un peu vers le kickboxing. Et voilà, il faisait son retour en MMA et j'allais l'accueillir, mais bon, j'ai pas pu. Et d'ailleurs, Elder Fernandez, qui a été l'adversaire d'un de mes tout premiers invités sur ma chaîne, qui était Thibaut Marino. Il avait Oui, affronté exact. Thibaut et Elder avait gagné par soumission contre Thibaut. Et, euh, C'est ça. et d'ailleurs, tu as parlé de manager. Toi, tu es managé par BIM Management. Oui, Et BIM, c'est à Yanis Churfa, Benjamin et puis Meryl, donc les mecs de le Chaos Squad. oui. Qu'est-ce qui t'a amené justement à te faire manager par eux? Alors, je me souviens, c'était à un moment donné où j'étais prévu sur une carte d'Amaury justement au MMAGP de Bordeaux pour une deuxième édition contre euh, Amaury le Tchétchène gaucher.
grand longiligne de Tarbes. J'ai plus son nom. Ramzat Zimaev. Oui, c'est ça. Ramzat C'est pas une Chimaev. blague. Il s'appelle Ramzat Zimaev avec un Z et il lui ressemble en plus plutôt pas mal. Et c'était même le voisin de Ramzat Chimaev à l'époque au Bled. Et c'est pas une blague, c'est vrai. Mais c'est un vrai bon combattant, Ramzat Zimaev, qui était de Tarbes, mais qui malheureusement du coup a combattu du coup Dimitri Solimès à ta place de mémoire et il a plus recombattu depuis. Il a eu d'autres affaires, Non, non, d'autres non, non. histoires. Non, non, c'était là. Quand moi j'avais affronté Kadiaké, lui, il avait affronté Ah, Solimès. Solimès. Ah oui. Et Oui. du coup, on devait s'affronter et c'est Kamzat qui a pull out. Et du coup, je me Ouais, il suis a plus retrouvé recombattu. à. Ouais. Ouais, exactement. Et je me suis retrouvé à quelques semaines, je crois que c'était 2 semaines de l'événement ou 3 semaines, je me souviens plus, j'avais le seum de fou. Je me souviens quand tu m'avais dit ça, gros, je crois que Ouais. j'avais les larmes aux yeux, tout ça, je me suis coupé un dos, je crois que je pleurais en mangeant, un truc comme ça. J'étais trop deg de Ouais. pas combattre et il s'avère qu'on a de très bons contacts avec le Chaos Squad. Je trouve que c'est Ouais. c'est des gars super cool Ah oui, qui se, c'est bon. qui se prennent pas, qui se prennent pas la tête et avec un gros niveau. Et donc, il m'avait dit, ouais, si jamais tu cherches des combats, machin, bah, contacte-moi, machin. Et du coup, j'ai écrit, j'ai dit, écoute, je t'écris parce que mon combat, il s'est annulé. Et du coup, j'ai rien, donc si tu as quelque chose, vas-y, feu. Et du coup, il me dit, bah, j'ai quelque chose, mais en 66 kilos. Et du coup, j'ai pris le combat contre un Gallois qui est Ah oui. Pedersen. Pedersen, Ouais. Ah oui, oui, Peder- c'était au Cage Warriors. qui est Warrior au Pays de Galles, Ouais. à Ouais. Cardiff. Et donc, du coup, j'ai pris le combat. Bon, et du coup, j'ai fait la pesée facile, hein, vu que j'étais en train de me préparer à descendre à 61 kilos. J'ai quasiment pas cuté. Enfin, voilà. Mais dans la cage, il y avait une différence de gabarit de fou. Il était Ouais. grand, il avait des Ouais, gros ouais. bras et tout. Longili, ouais. Mais bon, Mais t'as fait un c'est beau vrai. parcours au Cage Warriors après derrière. Tu t'es bien relancé, t'es bien illustré. En fait, ce qui est fou, bon après voilà, c'est un peu l'histoire de ta vie. C'est que tes combats, souvent, quand tu les perds, c'est sur des détails. Moi, je me rappelle, ouais, je suis toujours frustré du combat au Samouraï, là, au Canada, où franchement, enfin, tu gérais trop bien. Tu te fais amener au sol sur un truc à la con et tu te fais soumettre. Mais putain, j'imagine, toi, ta frustration elle doit être énorme parce que déjà, la mienne, elle était grande ce soir-là. Et Ouais, la ouais, plupart de le tes mec, combats, c'est ça. Et après, quand tu gagnes contre les mecs les plus durs que t'affrontes, tu vois. Les mecs les plus bourbiers où on se dit, ouais, ça va être chaud, t'arrives à les malmener, tu vois, c'est fou. T'es monté à l'envers un peu, mais bon, c'est le jeu. ouais, c'est ça. Ouais. Et je crois que c'est dans ma tête, ça Ouais. a bien câblé, tu vois. Mais ouais, je me souviens, le Canadien, là, je le prends, j'ai fait salade tomate oignon, je l'amène 5 fois au sol. À chaque fois, il se Ouais, relève parce qu'il a des gîtes. Il faisait 1m90, cet enfoiré. t'es grand. Et, et après, il m'amène au sol, ouais, sur un truc, presque je trébuche, en fait, et il me prend le dos. Je fais, Il t'a wesh. mis un vieux balayage de petit frère dégueulasse, pof, il t'arrive à te mettre sur le cul et à enchaîner direct sur la position, à t'étrangler alors que t'étais en train de lui faire la leçon, tu vois. C'était une belle soirée, ça n'empêche, mais bon, c'est le jeu. Ouais, avec Quentin qui prend Duprat et Ouais. Maillot qui bat une petite étoile montante de là-bas, là, je me souviens, c'était grave Hazard, cool, ça. Hazard, il s'appelait, et Mathieu Chaumont qui avait exterminé Cardinal Lawson, je crois. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais, une grosse soirée où du coup les Occitans étaient allés au Canada et avaient fait du sale. Ouais. Et donc, pour revenir aux combattants du TFT, pour ce qui est de Owen, donc tu as dit justement qu'il lui restait 3 combats avec Hexagone. Ça serait quand qu'on le verrait de Ouais. retour? Alors, Owen, du coup, là, il est en 5e année d'ostéopathie. Donc Hmm. là, Et il est en il est, stand-by pour les études alors? ouais, c'est ça. Ouais. Les dernières années, on a pu micmaquer avec l'école. Donc, depuis qu'il est en équipe de France, moi, j'ai signé un contrat de partenariat avec son école. Comme Ouais. quoi, il était athlète de haut niveau. Du coup, il était excusé de certains retards, de certaines absences. Donc voilà, jusque-là, on a pu un peu l'aider à ce niveau-là pour qu'il puisse faire sa première année en professionnel. Là, ça passe plus. Ça passe plus. Donc il est obligé de s'y filer pour valider son année. Et donc, pour l'instant, il se maintient un petit peu. Il fait quelques entraînements par semaine et, euh, et il essaie de prendre du plaisir et pour ensuite retourner au charbon dur et ensuite prendre un des mecs du top 10 d'Hexagone, quoi.
Ouais, mais du coup, sur l'absence, là, elle va se compter en semaines, en mois, en années. Ça se goupille comment, là, du coup? Là, on est en train de voir pour un retour mai-juin. Il aimerait bien Ah, combattre ça à va. Lyon. Et je pense que je vais essayer de faire, si c'est possible, de faire combattre Owen et David sur la même carte là à Lyon pour Ah, ouais. la finale des 84 ou la demi-finale, je crois. Ah ben, j'espère qu'on sera présent, Maurice, c'est pas loin de chez moi, ça. Ouais, il y a moyen, ça m'arrivait d'y monter sur des galas à Lyon. J'étais allé voir le KSW notamment là-bas, un concert de Slipknot aussi un peu après, mais ça n'a rien à voir. Bah, au départ, on Et devait être sur PFL, mais vu que ça n'a pas pu se faire, j'espère que pour Hexagone, ouais, ça pourra se faire. Pour Select, ça sera. PFL, exact. Mais l'Hexagone, ouais, je pense que je serai sur place. Après, moi, tu connais, j'ai mes entrées, Ah, je j'ai sais mes bien. infos. La carte de Lyon, elle est en train de se construire. Ça va être une carte de malade, vraiment une grosse carte de malade. Mais je sais pas si à 70 kilos, il y aura de la place pour tout le monde. Je te le dis de ce que je sais, mais Ouais. tu peux l'espérer. Par contre, ça va être là les combats prévus, c'est que des bangers, mais des vrais. C'est pas des bangers de MMA Time là, c'est des vrais bangers, des vrais beaux combats. Et T'inquiète pas, vas-y, tu prends ton petit Bivol postillon. et Ulrich. De quoi? Bivol contre Ulrich, ça va être pas mal déjà. Ouais, je crois que les demi-finales elles se font à ce moment-là, ouais. Oui. On aura ça. Vous avez aussi une combattante féminine qui combat en amateur, donc Manon, qui était, avant qu'on commence le live, qui était là. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour elle là? C'est quoi prochainement pour elle, les échéances? Mais du coup, alors Manon, là, avec le boulot qu'elle fait à la salle, le MMA féminin qu'elle développe, Mhm. plus sa nouvelle maladie qui a été dépistée il y a peu, donc l'endométriose, je crois. C'est Ah. Je ça. sais pas du coup, elle peut pas enchaîner des combats amateurs euh, Mhm. comme elle le faisait à l'époque. D'autant plus que c'est pas une combattante toute jeune, elle est plus de la trentaine que de la vingtaine. Mhm. Et donc là, on va se concentrer sur quelques échéances bien triées sur le volet pour préparer un passage en professionnel. D'accord, Ok. très bien. Bah écoute, on peut lui souhaiter que le meilleur, c'est que ouais, malgré ce Voilà, souci de santé, qu'elle puisse prendre du plaisir, c'est déjà le principal. Oh, c'est déjà, ça. je pense qu'en plus, elle en prend même en dehors de la cage, parce qu'en effet, t'as Ouais, elle est commencé à le coach. dire, mais elle a un vrai rôle aussi au TFT L'air de Rennes. On la voit beaucoup, elle court Oui, partout, elle est vachement organisée à coacher. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter aussi dans les coins. On voit que l'expérience qu'elle a pris du terrain lui apporte énormément. C'est une bonne coach, il n'y a rien à dire. Et, euh, et en plus, elle vous a développé une vraie section féminine maintenant. Maintenant, tu croises une fille à Toulouse, tu fais pas le malin, tu fais gaffe à ton cul. Parce que si elle vient du TFT, elle t'éclate, tu vois. Donc ça, c'est bien. ouais, Et tout ce travail-là, en plus, social, tu vois, aussi un travail de pédagogie sur les réseaux où elle parle beaucoup de MMA sous un angle souvent qui est un petit peu humain, tu vois, un petit peu justement, ouais, pédagogue et tout public. Elle fait du super boulot maintenant. Donc même au-delà de sa carrière dans la cage, qu'elle fait en dehors, c'est super intéressant. C'est bien de la voir, honnêtement, elle fait du bon taf. c'est ça. Et puis elle, donc pour avoir discuté très récemment, son objectif, c'est de faire quelques combats pro pour asseoir, on va dire, son statut dans le MMA français et pour se sentir elle-même plus légitime. Ok. Non pas qu'elle ne l'est pas actuellement avec son parcours amateur, mais pour elle, c'est important de passer cette étape-là. Et donc c'est pour ça qu'elle veut faire ça. Et derrière, je pense elle s'arrêtera d'elle-même. Ok, donc c'est pour elle-même. Ouais. Elle veut se cocher la case de sa bucket list combattant pro. Ça y est, c'est fait. Ouais, voilà. Et puis comme ça, quand elle donnera des cours, elle se sentira plus légitime. Mais c'est vraiment son ressenti à elle, parce que j'ai expliqué que le fait qu'elle soit professionnelle, ça ne la rend pas forcément légitime. Mhm. Et Oui, vice bien versa. évidemment, c'est pas parce que tu as été combattant C'est pro ça, que ça fait de toi c'est derrière ça. un très bon coach. Mais Ouais, d'ailleurs, ouais, vice versa. Ouais. c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Tu me disais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu deviennes pro. Moi, je peux te dire que quand j'ai démarré, Quentin donnait déjà des cours. Et justement, moi, je disais, mais moi, je suis pas légitime de donner des cours. Et parce que du coup, je me le sentais pas, quoi. Mais Quentin, il me disait, mais Ouais. t'es un malade, en fait, avec toutes les connaissances que tu as et ton expérience, bien sûr que tu es légitime. Donc voilà, c'était. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'on a oublié. Vous avez un autre pro d'ailleurs qui combat aussi chez Hexagone qu'on a complètement oublié. C'est Nessim. Oui, Exactement, mais c'est si. vrai qu'il est passé Et un aussi peu. entraîneur chez vous. Ouais.
exactement. Et qui a Le fait pauvre une Nessim, guerre on l'a contre snobé de ouf. D'ailleurs, petite histoire, Nissim, tu as été son premier entraîneur à Amaury, il me semble. Oui, Ouais, à l'époque, je donnais des cours dans le même club que Quentin. Ouais. On a vu arriver Nessim avec 10 kilos en trop et qui nous disait, moi, je vais faire la bagarre. Le gars, par contre, j'ai rarement vu un mec aussi déter. Il était, bon, après, il avait 10 kilos en trop, moi, j'en avais 15, tu vois, mais j'ai rarement vu un mec aussi déter. Vraiment, il en voulait, il était à tous les cours. Il rageait même quand les cours s'arrêtaient parce qu'il en voulait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et là, lui, il avait une dalle, laisse tomber. Donc, évidemment, moi, ça m'a surpris un peu, tu vois, de le voir passer pro et tout, voir le chemin qu'il a fait parce que j'ai vu d'où il venait, tu vois. Mais en réalité, c'est logique. Laisse tomber, le gars, il a travaillé, il se l'est donné, et ce qu'il a, il le mérite. Après, ouais. c'est vrai qu'il a trébuché là sur son dernier combat contre Guillaume Delatte, parce que Guillaume Delatte, c'est un mec dont on parle jamais, mais qui est archi fort. C'est une énorme galère, cet enfoiré. Ouais. Ah ouais, c'est un Guillaume qui très est très venu bon s'entraîner au combattant. TFT, il est venu s'entraîner au TFT il y a un mois pour préparer son combat contre Koba. Ouais, il m'a dit qu'il passerait. Mais ce con, il devait me prédire quand il était là. Je voulais passer le voir. Mais moi, c'est pas grave, une prochaine. Mais je l'aime beaucoup, Guillaume. Et pareil, Guillaume a fait partie des jeunes que j'avais fait combattre sur le MMA GP amateur à l'époque, quand il n'y avait pas quasiment de MMA amateur. Il était là, lui aussi, à Entraîné ce par soir-là. Yacine Bambry. Je précise, Ouais, il y en a Yacine plein. Bambry, qui, pareil, on ne parle pas souvent de lui, mais Très bon formateur. je pense, un très très bon coach. Et donc voilà. Ouais. Et qui Ouais, a aussi et une donc, très du très coup, belle carrière en Amérique du Nord, car il a notamment été le sparring partner de Georges Saint-Pierre. au Tristar, exactement. Donc, ouais, donc, bref, Nessim, au final, il a eu une lourde défaite, là, Hexagone, parce qu'il est tombé sur un monstre, mais qui va rebondir, j'en suis sûr. Ouais, c'est ça. En fait, Nessim, il a vraiment pas eu de construction de carrière dans le sens où, ok, on nous a je crois qu'il avait gagné son contrat pro Hexagone sur Oui. un truc d'Ibra TV, si je dis pas de conneries. Et Non, en fait, il avait brillé sur Ibra TV, mais de mémoire, je crois sur le premier Hexagone MMA à Toulouse, je crois, il affrontait un mec, un amateur, mais qui était très chaud, et le ah oui, c'est gagnant ça. devait gagner un contrat pro. C'est exact. Et c'est exactement ça. Et du coup, premier combat, il prend Paulo Santos qui a affronté Paul Denain récemment Ce week-end, et ouais. qui est déjà ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Et il me semble qu'il était à 1-1 ou un truc comme ça. Ouais. Donc, Ouais. pour un accueil chez les pros, c'est pas Pas quand cadeau. même un cadeau. Donc, surtout que Nessim a échappé belle, je crois, au premier round où il se fait prendre le dos et était pas loin de se faire étrangler. Et comme tu disais, Nessim, c'est un lâche-rien. Il a une belle résilience et derrière, ça lui a permis de remonter, de finir par TKO, il me semble. Et derrière, deuxième combat, Guillaume Delatte qui était déjà à 3-1, si je dis pas de bêtises. Voilà, on peut dire que Nessim, il n'a pas de construction de carrière, quoi. Que ce soit Non. sur les amateurs, où il a affronté le récent champion d'Ares, intérim, et qu'il a battu d'ailleurs au Game of Cage. Il a également affronté Amine Bouaza, et où il perd par décision partagée. Et Amine est actuellement 4-0, il me semble, Ouais, chez chez les les pros. pros. Donc, ouais, Nessim, il s'est vraiment pas caché et il continue à ne pas se cacher. Pourquoi on le voit plus en ce moment, c'est que du coup, il est devenu papa assez récemment et avec son boulot de coach, plus son rôle de père, il trouve difficilement le temps de s'entraîner pour être en forme, pour faire un vrai combat pro. Donc, j'espère que ça va se tasser un petit peu et qu'il va pouvoir reprendre l'entraînement sérieusement parce que je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot dans le sport, quoi. Ouais, et puis on va aussi le préciser, vous avez aussi beaucoup de boulot parce que le TFT a continué de se développer. Vous avez ouvert une nouvelle salle il n'y a pas longtemps, Porte d'Ariel, c'est ça? Oui, c'est une salle à Montaut, donc pas loin de Saint-Sulpice sur l'Aise. Donc voilà, au total, vous avez combien? 5 salles, c'est ça? Ouais, en comptant la franchise qu'on a sur Albi, on a 5 salles. Donc voilà, ouais, ça fait pas mal de boulot, pour que ça soit pour les coachs ou même ne serait-ce que pour vous, les patrons. Et c'est vrai que gérer tout ça, c'est un peu compliqué. Amaury, tu avais une question à poser à Yohan, notamment par rapport au battle. Ah oui, ouais, en effet. Ben, du coup, enfin, on avait prévu déjà, au moment où on avait calé cette vidéo, vous aviez votre périple au Battle Arena.
Et il faut Ah, que tu nous le putain. racontes quand même, parce que pour tous les jeunes là, non mais moi je te dis pour tous ces jeunes, tous ces petits cons là qui ont une cuillère à nord dans le cul depuis que le MMA a été légalisé et qui ont tout facile, tu vois les petits jeunes comme Paul Dena, hein, bon c'est pour le taquiner un peu, mais tu vois ce que je veux dire, les mecs qui t'expliquent que le MMA c'est un business et que t'inquiète ça roule c'est easy. Non, il y a encore des réminiscences du MMA à l'ancienne où c'était vraiment la galère, et là vous l'avez vécu, vous l'avez pris en pleine gueule. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote s'il te plaît qui traversera les âges? Ah là, j'ai pris. Franchement, c'est vraiment un périple que je raconterai à mon fils si un jour il dit Voilà, ouais, papa, le trajet il est un peu long, quand est-ce qu'on arrive? qu'est-ce qu'on arrive? Je lui raconterai que moi j'ai passé 2 jours dans les transports pour faire un combat qui n'a pas eu lieu et que je suis Voilà. rentré sans même pouvoir m'amuser parce que l'avion était super tôt le lendemain matin. Bref, en gros, le périple commence par l'aéroport de Toulouse où on se mange 40 minutes de retard au décollage. Bon, soit pas bien grave, sachant qu'il y avait 5 heures, je crois, ou 4 ou 5 heures de battement entre les deux vols. Donc, on le prend tranquille. Arrivé à Charles de Gaulle, on se fait chier du coup pendant bien 4 heures. Et 45 minutes, 1 heure avant le vol, bim, on voit, moi je reçois un message, tout le monde reçoit un message en même temps, hop, vol annulé. Donc là, on se dit, putain, c'est la merde, parce que c'était le dernier vol, genre le vol était à 21 heures. Et là, du coup, on fait 1 heure de queue, parce que tout le monde était affolé, il fallait prendre les renseignements. 1 heure de queue pour qu'on nous dise finalement, ben, il y a eu un problème avec Airbus. Donc, ils ont rappelé 5000 avions. Et du coup, plein de vols sont annulés et j'ai pas de solution à vous proposer. Et là, je me suis dit, OK, c'est la merde. Du coup, ils nous ont filé un hôtel. De là, on a dû attendre 1 heure, voire 1 heure et demie, le temps de récupérer le bagage en soute de Lucas. Ouais, parce que c'était avec Lucas et avec Demba, ouais. Demba Endao. Qui combattait pour des ceintures monde et Europe, il me semble, ou 2 ceintures monde, contre des adversaires très solides. On s'était bien préparé, ça aurait été grave cool. Donc du coup, on attend trop de temps. Ensuite, on va à l'hôtel qu'on nous a donné. On attend bien 1 heure et demie dehors parce que du coup, il y avait la queue. On arrive, je pense, dans notre chambre, ça devait être 23h30, quelque chose comme ça. Entre-temps, du coup, j'ai essayé de chercher des vols pour aller à Birmingham le lendemain. Impossible, ou alors c'était 5000 euros à peu près. Je me suis dit, bon, ben, du coup, on n'y va pas. Du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est de prendre l'Eurostar à Gare du Nord jusqu'à Londres. Et de Londres, de prendre un train jusqu'à Birmingham. Donc, le matin, on prend un Uber, donc 1 heure de Uber pour aller jusqu'à la gare. 2 heures ou 3 heures de train, je me souviens plus, pour aller à Londres. Arrivé à Londres, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais du coup, parce que du coup, quelqu'un devait venir nous chercher à la gare de Londres, à Saint-Pancras. Et là, j'appelle JB et il me dit, bah, tu vas pas me croire, mais l'événement, il est peut-être annulé. Ils ont eu des dégâts des eaux. Du coup, là, il n'y a personne pour venir vous chercher. J'ai fait, ah ouais, d'accord, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc, on a patienté, je sais pas combien de temps à Saint-Pancras. Et après, ils nous ont Et dit, tout ça à bon, vos frais en plus. oui, oui, oui. Donc rien Et que 1 heure de Uber à Paris, c'est à peu près 10 000 euros. voilà. Et Voilà. j'ai joué au loto derrière, mais j'ai pas gagné. Donc, j'ai perdu 10 Aïe, 000 aïe, euros aïe. plus un ticket de loto. Non, derrière, l'organisateur, il nous a pris un ticket de train, heureusement, pour aller de Londres jusqu'à Birmingham. Donc, 3 heures de train. Sauf que, évidemment, il y avait du retard, donc plus 3h40. Et on est arrivé sur Birmingham à 15 heures alors que l'événement, enfin 15h30, alors que l'événement était censé commencer à 13 heures. Ouais. Bien sûr, entre-temps, ils cherchaient des solutions de repli. Donc, soit d'essayer de nettoyer la salle, de trouver une autre salle possible à Birmingham. Bien sûr, ils n'ont pas trouvé. Donc, on est arrivé vers 15h30, 16h à Birmingham. Combat annulé. Bon, ben, du coup, on est allé escaler à l'hôtel. Si tu veux rigoler encore, je suis arrivé à l'hôtel, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas la réservation, donc j'ai dû utiliser mon plus bel anglais pour négocier Ton anglais et leur, d'ingénieur. exactement.
enfin, je trouve, on a la chambre. En fait, c'était pas le bon nom ou je sais pas quoi. Là, vu qu'on n'est pas arrivé le bon jour, on devait arriver le vendredi. Et vu qu'on est arrivé le samedi, ils avaient viré notre réservation en fait. Ah putain. Ah putain. Donc, on arrive dans des chambres, c'était des prisons. Enfin, c'était des chambres de prison, si tu veux. Il y avait un lit, une place. Vous étiez en cellule. Il y avait Slip Trabelsi au fond. Oui, je Prison l'ai vu. Break. Ouais, c'était vraiment horrible. Du coup, on s'est dit, bon, ben, nique sa mère, on sort. C'était le marché de Noël. Et du coup, j'ai dit Tu parles d'un aux cadeau. gars, j'ai dit aux gars, ben, les gars, on va se foutre une cuite en fait. Parce que là, c'est soit de toute façon, notre journée c'est de la merde, le périple c'est de la merde. Donc en fait, ça peut être une bonne soirée, tu vois. Et au final, c'était une soirée de merde. On récupère un peu d'argent, du coup on se dit tiens, il y a un casino. On se dit allez, je mets Ah ouais. je mets tout sur le 21. Bon, j'ai pas gagné. Et au retour, là, on est parti de l'hôtel, je crois, vers 3h30, 4h pour aller à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport. Non, vous n'avez pas les billets, c'est pas valide, tout ça. Parce que vu qu'on n'a pas pris le vol aller, ben, du coup, informatiquement, on n'était pas là et du coup, ils nous ont niqué la place. Mais ça, c'est un scandale. Ouais, il aurait pu Scandale absolu. il manquait plus que vous perdiez vos bagages. Ça aurait été le scandale. Bah alors attends, du coup, j'ai une deuxième anecdote sur ça. parce que la semaine d'après, non, 2 semaines après, je suis allé en Suède. Et ça, c'est une autre anecdote. Et donc, bref, du coup, on est rentré à Toulouse le dimanche, la queue entre les jambes, en ayant claqué donc 700 balles peut-être pour les billets d'avion et 680 balles pour les trains. Et pour rien. Tout ça pour boire une bière dégueulasse au marché de Noël de Birmingham. Exactement. Bravo. Exactement. Voilà, le MMA, c'est ça, les gars. Exactement. C'est pas avant tout un business, comme il dirait l'ami Paul. C'est aussi beaucoup de galères. Vous voyez, c'est ça le MMA. Et Sport de si tu veux galérien. si tu veux l'anecdote du combat en Suède, on a eu plus ou moins la même galère. C'est-à-dire que retard à Toulouse, encore une fois, arrivé à Charles de Gaulle, on avait peut-être un quart d'heure pour prendre l'avion, donc on a traversé Charles de Gaulle en courant. On arrive, tu vois, on se dit ah c'est bon, on est large. Je me fais pourrir par le mec de l'accueil en disant ouais vous courez même pas tout ça alors que j'avais couru juste avant. Et ils me disent ouais j'ai annulé vos vols tout ça mais c'est bon vous pouvez passer et tout et là il y a sa collègue qui dit c'est bon pour les bagages, il dit oui c'est bon. Du coup je m'inquiète pas, tu vois. Arrivé à Copenhague, on attend toutes les bagages Ils avaient pas passent. enregistré, du coup, ils les ont détruits. Non, ils ont pas eu le temps de les transférer, je pense. Oh putain. Sauf que du coup, Yanis faisait ses débuts pro en 77 kilos. Donc Yanis Selin, qui est champion de France de K1, pro en K1, tout ça, gros striker. Ouais. Et dans les valises, la crème sweat, la tenue de sudation, la couette chauffante, Les tout PAO. cuté. Les PAO, non. Ouais, si, les PAO, les gants, tous mes habits, ses habits à lui. Donc en fait, on est arrivé dans un pays où il fait froid, À poil. sans fringues, à poil. On est arrivé le soir, le vendredi. C'est bon pour la circulation sanguine. Ah ouais. Non, mais le vendredi soir, on est arrivé à 22h, je crois, et on a commencé notre cutting. Il a cuté avec son jogging et une veste, plus une veste que j'ai trouvée dans l'espèce de basic fit de là-bas qui faisait un peu kawaii. Mais du coup, on a galéré. Au final, il rate la pesée du coup de 600 grammes. Son enculé d'adversaire, il nous fait un cinéma. Non, moi, j'accepte pas le combat. Il y en a beaucoup comme ça. On a négocié pendant, je te mens pas, Amaury, au moins 3 heures, je pense. Entre-temps, je dis, Yanis, je disais, bon, attends, mange pas. Et puis au bout de 45 minutes, je dis, bon, vas-y, c'est bon, hydrate-toi, vas-y. Dans tous les cas, t'as raté la pesée. Et au bout de 2 heures de négociation, il dit quoi? Il dit, c'est bon, finalement, on veut bien vous laisser du temps supplémentaire pour perdre le poids. Mais j'ai dit, mais c'est mort. Là, il a mangé, il a bu. Il dit, non, mais vous pouvez cutter jusqu'à demain, il n'y a pas de souci. Ouais, bien sûr. Bah oui. Non, mais...
Donc du coup, vraiment galère. Et donc du coup, Yanis perd son combat. Bon, c'est pas par rapport à ça, mais Non, mais là, ça forcément, je pense méritait de que leur dire d'aller se ça faire foutre et d'aller se taper une petite soirée à Stockholm. Il y a moyen de passer une meilleure soirée qu'à Birmingham. Hein. Moi, je dis ça après. Oui, après, du coup, j'étais à Karlskrona et je peux te dire qu'un dimanche soir à Karlskrona, il n'y avait rien. Ah oui. Et j'ai cherché, mais il n'y avait rien. Putain. Voilà, c'est ça le Autant débat, les gars. autant aller se À tous les taper dans jeunes les qui nous parties écoutent. du King of the Street. Et j'ai récupéré ma valise. Ah, quand même. Je suis rentré le lundi et je leur avais dit par téléphone que je voulais la valise à l'aéroport, comme ça je la récupère. Et bien sûr, elle n'était pas à l'aéroport, elle était au centre de tri de je sais pas quoi, donc ils m'ont ramené la valise que le lundi soir ou le mardi matin, je sais plus. Enfin voilà, c'est l'enfer quoi. Mais tout J'ai était dû me intact. racheter des fringues et tout. Ouais, tout était intact, mais j'ai dû me racheter des fringues. Et voilà, et on a raté la pesée à cause de ça quoi. C'est ça qui m'a foutu la boule. Du coup, Yanis a combattu gratuit. Parce que du coup, on a donné notre prime. Bah oui. Et il t'est Ah, rempli. mais Donc, ouais, c'est. C'était quoi l'organisation? The Last Man Standing. Ah, je vois. Ah, ils étaient. Ouais, bah, ça mais, restera pas dans les annales, je pense. non, mais ils étaient en Grande-Bretagne avant, je crois, de la semaine standing. Ils faisaient des shows à. Je crois pas, là, je pense que ça doit être une nouvelle entité, là. Mais Ou en vraiment, Écosse, très non? bizarre. Ouais. Je sais pas, mais très bizarre, il n'y avait pas de public. Enfin, il y avait que des VIP, genre il devait y avoir 50 personnes dans la salle, c'était dans un hangar. Genre on aurait C'est dit la un peu Suède, quoi. une C'est le réunion coffre. de riches un peu mafieux, tu vois, qui organisent des combats. C'est un peu Ouais, bizarre. super. C'est King of the Street, tu vois, c'est une filiale du King of the Street. Peut-être. C'est entre le Kings of the Street et merde, comment ça s'appelle? Et Squid Game en fait. C'est ça. Ah, super. Bon, ben voilà, écoute, des belles anecdotes. Et du coup, là, chez tes petits jeunes là, qui montent, vous passez qui là, du coup, en pro? Vous venez de faire passer Théo Roussi, Morgan Ouais. Tong. Ouais. Et ben, du coup, celui dont tu viens de nous parler, qui vient du striking, Yanis. merde, Yanis. Ouais. Et après, du coup, vous avez Alors d'autres là, qui il y a- vous comptez passer pro ouais. bientôt ou pas? Peut-être Wilson, Demba? Wilson s'est fait opérer des Manon. croisés, donc non. Donc Manon oui. qui passera pro dans l'année, je pense, ou début d'année prochaine. On voulait faire passer Charles de Beauregard, mais il a trop de problèmes à l'épaule, donc là il faut qu'il aille voir son chir, voir qu'est-ce qui se passe. Putain, des poils. Ouais. Et là le prochain à passer pro, donc avec Morgan, c'est Quentin Alamdou, donc gros striker, actuellement 5-1 en MMA. Il est champion d'Europe, je crois, avec une vraie ceinture en Muay Thai, pas une ceinture en carton. Et dans une petite catégorie, donc les 57 kilos. Ok, et Demba, c'est pas pour tout de suite? Demba, non, est-ce que monsieur veut faire les championnats du monde, tout ça, quoi. Donc d'abord, il refait les championnats de France, et après, je pense qu'il refait les championnats du monde. Après, s'il échoue au championnat de France, qu'il n'est pas pris pour les championnats du monde, je pense que là, on le fera passer pro directement. Ok. D'accord. Très bien. Est-ce que tu as d'autres jeunes en vue que tu te dis peut-être, bon, même si c'est pas pour de suite, peut-être qu'à terme, tu penses qu'il pourra avoir un avenir en pro? Keoni, bien sûr. Keoni Lambert. Hein. Keoni Lambert. Et là, j'ai quelques petits jeunes là, qui sont pas mal. J'ai notamment Thomas Badian qui m'a bien impressionné, qui est pour 70 kilos, je pense qu'il fait presque 2 mètres. Il doit faire au moins 1m90, très longiligne. Il est vraiment pas manchot au sol. Il défend bien la lutte et du coup, il a un striking de mec grand, tu vois. Donc, pas mal. J'ai Nathan aussi qui a rejoint l'équipe des coachs, qui s'il sort les doigts du cul, il peut faire quelque chose, je pense. Mais pour l'instant, pas assez d'expérience en amateur, donc à voir ce que ça va donner au fil du temps. Là, je te dis, c'est vraiment des jeunes profils amateurs. Ils ont 2-3 combats. Oui. Tu parles justement de pas assez d'expérience amateur. Qu'est-ce que c'est pour toi un gars qui a suffisamment d'expérience amateur pour être justement combattant? Comment? Je disais, tu as parlé de pas assez d'expérience amateur. Oui. Qu'est-ce qui est pour toi un combattant amateur qui a suffisamment d'expérience pour devenir professionnel? Je pense que en fonction des gars, à partir d'une quinzaine de combats, je pense que ça peut le faire.
Encore une fois, ça va dépendre du profil. Là, je te parle de Quentin Alamdou. Lui, il a que 6 combats amateurs. Mais derrière, il a un gros background, donc ce qui lui a permis d'avoir une grosse expérience en sport de combat. Et je peux vous dire qu'en striking, en gestion de la distance, il est plutôt bien. Et là, ça fait 2 ans peut-être qu'il nous a rejoint, 1 an et demi, et il s'y est filé au sol et à la lutte, et très discret, très humble. Et il vient d'ailleurs de recevoir sa ceinture bleue de Quentin Arola hier, je crois. Moi, je pense qu'il faut faire attention. L'expérience, ça se calcule pas seulement en quantité, ça se calcule beaucoup en qualité. Bien joli d'avoir 40 combats, mais si c'est dans la salle municipale du coin sur des petits galas et tout machin, quand tu vas aller faire ton premier combat pro dans un vrai gros show, tu vas prendre une douche, tu vois. Donc il faut, moi je pense que c'est important aussi de privilégier des expériences de qualité, que le mec quand il passe en pro, il soit prêt, pas seulement sur l'expérience sur le tapis, mais aussi sur tout l'environnement, la pression, la préparation, la totale. Et en ça, tu vois, je trouve que c'est bien. Ce que je faisais à l'époque au MMAGP. Mais ce que fait aussi quand même Hexagone, mais du coup que je fais encore là avec eux, mais c'est dommage, Arès le fait pas. Mais c'est bien que sur ces grosses formes, ces gros gars là professionnels, il y a un lever de rideau en début de soirée des jeunes qui combattent en amateur. Ces gamins là, ils prennent une vraie putain d'expérience. C'est qu'un combat. Mais alors ce combat va leur apporter énormément pour la suite. Le fait d'avoir vu des grands pros autour d'eux, des grosses salles, le public, les médias, la totale, les caméras et tout, ça tu vois, c'est une expérience. C'est un combat qui n'en vaut pas forcément un autre, tu vois. Donc faut pas le calculer qu'en quantité, c'est aussi beaucoup en qualité. Voilà. Clairement, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Et dans qualité, il y a oui les gros shows et il faut voir qui il a affronté. Tu vois ce que je veux dire? Genre Wilson, son record en amateur, il fait peur à personne parce qu'il a presque autant de défaites que de victoires. Par contre, il a affronté tous les meilleurs 61 français. Et y compris le champion du monde Souil. Il a affronté le champion de France Bassier, où c'était une décision très serrée. Il a affronté là dernièrement un Afghan qui était 8-0, belge, machin. En fait, Wilson, il a pris tout le monde. Donc je sais que même si lui, il veut lui également passer par le circuit, je vais être champion de France, je veux faire les championnats du monde. À un moment donné, il va falloir le passer pro et je pourrais presque d'ores et déjà le faire passer pro vu son expérience. Bien sûr, et c'est important notamment de profiter de l'amateur du coup pour prendre de l'expérience et je te rejoins, il n'y a pas que la qualité des shows, c'est plein de choses, c'est aussi, c'est bête, hein, mais l'expérience de la défaite, ou au moins l'expérience de la difficulté. Quand tu sais ce que c'est la difficulté, quand tu sais ce que c'est la défaite, quand tu sais ce que c'est de prendre un knockdown, quand tu sais ce que c'est d'être blessé, de te faire couper, de pisser le sang et tout, ces choses-là, quand tu arrives après quand tu arrives pour la première fois, quand tu es passé en pro, si tu l'as pas expérimenté avant, c'est très compliqué, ça te rajoute des difficultés supplémentaires et des causes d'échec supplémentaires. Alors que si tu l'as déjà expérimenté en amateur, quand tu arrives en pro et que ça t'arrive, t'inquiète, tu connais, t'es un pro, tu sais gérer. Donc c'est important, moi je trouve. Faut pas avoir peur de la défaite en amateur, faut pas avoir peur de la difficulté, au contraire. Là, tous les petits jeunes là, ils cherchent à avoir. Ouais, il y a des gars qui sont à 8-0, 10-0 en amateur, machin. Les amateurs, ils se branlent en regardant leur record. Oh, il est trop fort. Ouais, mais qui est-ce qu'il a affronté? Là, il y a un petit jeune de la Hatch, je crois, je sais plus lequel, qui est passé pro récemment et qui a un très beau record amateur. Mais c'est lequel? Wild Cambouche, je crois. Souil Caution. Et si on regarde son palmarès amateur, j'avais fait l'exercice, il me semble qu'il gagne des gars, mais qui ont tous moins de 5 combats amateurs. Donc certes, il les gagne, mais lui, je crois qu'il est monté à 10 ou 12-0. Mais c'est que contre des gars qui avaient pas beaucoup d'expérience, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense pas qu'en amateur, il ait connu beaucoup de difficultés. Après, sa transition en pro, elle fonctionne bien. On sait que là, c'est un gros club formateur, qu'ils ont des gros sparring, donc ils ont de la difficulté à l'entraînement. Mais voilà, moi, je suis pas pour en amateur justement sauvegarder notre record. Non, mais de toute façon, après, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Il y a des gamins très vite, très jeunes. On comprend qu'il y a vraiment quelque chose de spécial et tout, machin. Tu te dis que finalement, les faire combattre en amateur, ça va plus les user qu'autre chose. Si vraiment tu les juges objectivement qu'ils sont prêts, pourquoi pas? Si tout à l'heure on parlait de Kaouchen, le Kaouchen, moi j'étais présent sur son combat, ses débuts pro à Lyon.
contre Staturan, puisqu'il est un monstre, il m'a impressionné ce gamin. Je le trouve exceptionnel. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'il ait fait tant d'amateurs que ça. Je l'ai trouvé exceptionnel. Mais c'est rare, c'est des profils rares. Moi, je pense qu'il faut, tu le sens quand le mec il est prêt. Mais c'est bien de prendre de l'expérience. Si tu veux un exemple, je pense que Keoni est prêt pour le pro, mais lui, il ne se sent pas prêt. Tu vois, il a besoin de prendre plus confiance avec des combats. Bon, après, Keoni, quand tu l'écoutes, il me dit oui, moi je veux faire un minimum 30 combats. Tu vois. Je dis mais ta gueule en fait. Ça rapporte faire 30 combats. Ouais, mais il le sait. Moi, une fois, j'avais discuté avec lui. Il est conscient aussi que il s'use aussi et qu'il y a un moment où il faut avoir le bon rapport justement entre l'expérience et l'usure. Tu vois, il faut pas non plus franchir la ligne. Puis c'est une question de style. Keoni, c'est un très bon striker et un striker, on va dire, sur des appuis dynamiques. D'accord? Et en plus de ça, il a du punch. Donc, en fait, son style, il est tout clair par rapport à sa morphologie, par rapport à ce qu'il fait naturellement. Mais derrière, lui, ce qu'il va me dire, c'est ah oui, mais en grappling, je suis pas assez fort. Oui, mais en lutte, je suis pas assez fort. Ouais, c'est du MMA. Manque de confiance en lui. Hein? C'est le manque de confiance en lui, ça. Ouais, c'est ça. Et non, juste, je pense, vraiment, son objectif, c'est d'être un combattant complet. Sauf que quand tu as des aptitudes comme ça, tu n'as pas besoin d'être complet, tu vois. Donc voilà. Très bien, ouais. Ça se calcule, c'est un choix, mais c'est intéressant, tu vois. Et c'est bien d'avoir le regard justement de coach formateur par rapport à ça. Je trouve que c'est super intéressant. Et derrière de rien, comme je disais tout à l'heure, dans 1 an, 2 ans, le TFT fera partie de ces clubs qui auront formé des gamins de A à Z, des gamins qui sont arrivés vraiment gamins dans les 15-16 ans et qui auront fini par avancer jusqu'à devenir professionnels. Et il y en a, je pense, qui feront une belle carrière. Donc c'est beau, c'est une belle page de l'histoire du MMA. C'est pour ça que cette année, plus que les autres années, on se focus vachement sur les jeunes ados pour vraiment les former dès leur plus jeune âge et les accompagner en compétition. Maintenant que le format MMA League a été développé pour les juniors et les faire combattre dans d'autres galas. Et comme ça, dès qu'ils arrivent à 18 ans, déjà, ils ont pas mal d'expérience et voilà, je pense que c'est sur ces jeunes-là où on pourra sortir vraiment une pépite qui percera dans le MMA français. Ouais, c'est sûr. C'est bien. Écoutez, messieurs, on arrive à la fin de ce live. Je pense que, modo, on a tout abordé. Yohan, merci à toi pour ta disponibilité. Merci à vous. C'était vraiment sympa. Je vais dire aux gens à la prochaine pour un nouveau live. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. À la rediffusion de ce live, je vais remettre en description le lien d'Amaury et de la page Select MMA. Vous pourrez tout suivre là-dessus sur Select, tout ce qui est lié au MMA, c'est là où ça se passe. Donc voilà. Pareil, annonce bientôt pour une vidéo sur Select. Oui, bientôt, ouais. Donc ça va arriver bientôt. Je mettrai aussi le lien de la page Insta de Yohan et de TFT, comme ça vous pourrez aller suivre tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse. Donc encore, merci à tous ceux qui regardent ce live. Et à la prochaine, messieurs. Merci à vous. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Bonne soirée. Ciao. On est toujours en direct, hein, je te le dis, montre pas ton cul. Ah merde. Il faut que je quitte là ou pas? Vas-y, quitte.